Benjamin Duhamel. La France aujourd'hui est en train de s'appauvrir en Europe. La première des questions, c'est le pouvoir d'achat des Français. Nous considérons que nous pouvons civiliser l'économie en mettant en place des normes. Avec nous, la France protégera ses frontières. Voulez-vous d'une Europe islamisée? Ou voulez-vous encore d'une Europe européenne? Il faut que la Palestine soit reconnue comme un État. Cette guerre, ce n'est pas seulement celle des Ukrainiens. Elle a un impact direct sur nous. Nous ne prenons pas la mesure de ce que nous risquons dans une défaite ukrainienne. Prête donc à prendre place pour passer ce grand oral. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Merci beaucoup d'inaugurer donc ce BFM Politique spécial européenne. Dans notre sondage du jour, Elab pour la Tribune du Manche et BFM TV, vous êtes à 13%, à 3 points de la candidate de la majorité Valérie Ayé, majorité qui vous a ciblé hier. Toussaint Glucksmann-Aubry, c'est la NUPES, disent-ils. Bonnet rouge et rouge bonnet, a carrément résumé Gabriel Attal. Il cible votre point de faiblesse, une ambiguïté que vous auriez vis-à-vis de la France Insoumise notamment? Non, il illustre sa propre fébrilité, vous savez. Au début, ils sont partis sur une stratégie me visant en expliquant « Mais Glucksmann, il vote à 90% les textes avec nous, et finalement, pourquoi n'est-il pas avec nous ?» Et ça se termine par « C'est l'arbre qui cache la forêt NUPES, Glucksmann, c'est Mélenchon ». À un moment, il faut accorder ses violons, vous savez. Donc je ne peux pas être à la fois « Ouh là là, il est proche de nous et il est un dangereux bolchevique ». La vérité, c'est que j'ai fixé un cap clair, un cap intransigeant et que je ne dévierai pas de ce cap et que moi, je ne suis ni Jupiter, ni Robespierre. Oui, ça vous l'avez dit, mais quand vous parlez de fébrilité, c'est qu'au fond, vous dites quoi? Ils ont peur que je passe devant la candidate de la majorité et que vous deveniez le deuxième de cette élection? Il y ait une opposition qui émerge, une autre voix qui émerge et qui chamboule leur plan. Emmanuel Macron, depuis le début, essaye de montrer aux Françaises et aux Français que c'est soit lui, soit les extrêmes. Et nous, ce que nous montrons avec notre campagne, qui est centrée sur la question de ces élections, sur l'Europe, sur les projets qu'on porte, ce qu'on montre, c'est qu'il y a des millions de Françaises et de Français qui aspirent à autre chose, qui se sentent suffoqués dans ce Macron, Le Pen, Mélenchon, qui veulent une autre voie. Et cette autre voie, c'est celle que nous sommes en train de construire. Et ils réagissent de manière extrêmement fébrile parce qu'ils n'aiment pas l'idée qu'il y ait une opposition démocrate qui émerge dans ce pays. Malgré tout, je voudrais m'arrêter un instant sur l'argument qu'ils utilisent de vous assimiler au fond à la NUPES. C'était il y a 2 semaines, je vous recevais sur un autre plateau, juste à côté, c'était dans l'émission du soir à 18h. Je vous interrogeais sur effectivement les rapports que vous entreteniez avec la NUPES, avec Jean-Luc Mélenchon. Et vous m'aviez dit, l'union elle est possible, mais sans Jean-Luc Mélenchon. Ce qui avait suscité un certain nombre de réactions, parce que certains expliquaient très bien Jean-Luc Mélenchon, mais que fait Raphaël Glucksmann de ceux qui sont autour de lui? Non mais écoutez, Mathilde Panot, Manuel Bompard, David Guiraud, Thomas Porte. Est-ce que votre gauche, Raphaël Glucksmann, peut gouverner avec ce cœur du réacteur de la France Insoumise? Si vous aviez écouté notre propre entretien... Je crois que je l'ai écouté assez attentivement. Voilà, donc vous pourriez citer la suite. Okay, j'ai fixé un cap clair. Ce cap, il a tranché des divergences de fond extrêmement profonde qui traverse la gauche française. Ce cap, c'est l'attachement viscéral à la construction européenne, l'attachement viscéral à la démocratie, l'attachement viscéral à un débat public apaisé. Non, mais laissez-moi parce que ça répond à votre question. Un débat public apaisé, refusant l'outrance, refusant les calomnies, refusant les fake news. Oui, mais vous mettez où le curseur, donc, ce cap, on n'en déviera pas. Et tous ceux qui font l'inverse de ce que je viens de dire... Mais c'est qui tous? Mais regardez la campagne qu'ils font. Donc ça veut dire que par exemple Manon Aubry qui va vous succéder dans un instant, impossible à l'avenir de se dire que vous pourriez travailler avec elle. Mais il y a une élection européenne qui va trancher les lignes. C'est hyper important. Je sais que vous êtes obsédé par les questions de personnes et d'appareils. Je ne suis pas obsédé. Les questions qui vont se poser au lendemain du 9 juin avec Glucksmann, c'est notamment les questions autour de l'union de la gauche. Et c'est important, je pense, pour les électeurs de savoir avec qui vous pourriez travailler. C'est très important surtout de savoir qu'on a fixé désormais des règles et un cap et que moi, je serai le gardien du fait qu'on n'en déroge pas. On n'en dérogera pas. Et moi, je m'adresse ensuite, vous savez, dans nos réunions publiques, il y a des électrices et des électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au présidentiel et qui sont pétrifiés
par la stratégie du bruit et de la fureur permanent. Donc ça veut dire que la France insoumise, vous ne travaillerez pas avec nous. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on va fixer un cap clair. Les gens qui se reconnaîtront dans ce cap viendront. Et ce sera en rupture totale avec ce que fait la France insoumise aujourd'hui. Et moi, je vous le dis aussi, il y a dans nos réunions publiques des électrices et des électeurs qui ont voté Emmanuel Macron au présidentiel et qui sont pétrifiés par la réforme des retraites, pétrifiés par le fait de voter la loi immigration avec le Rassemblement national. Et donc là, ce qu'on fait émerger, c'est une nouvelle terre ferme. Donc, rupture totale avec la France insoumise. Une nouvelle c'est ce que vous terre venez de dire. ferme. Nous sommes en train de porter une nouvelle offre politique. Je sais que c'est compliqué quand on raisonne à schéma non, je pense que politique c'est constant. un enjeu de clarté, mais je vois bien que sur ceux avec qui vous pourriez travailler, il y a peut-être une façon pour vous de ne pas vouloir vous mettre à dos certains électeurs, ce qui est compréhensible. Mais non, moi je m'adresse aux électrices et aux électeurs. Je ne ferai pas ces accords d'appareil, je ne ferai pas ce casting auquel vous m'invitez. Il y a des élections le 9 juin et ce cap-là, il est extrêmement clair. Et je vais vous dire, quand même, s'il y a une personne, non mais soyons clairs, s'il y a une personne qui a assumé les divergences de manière claire et frontale depuis le début, c'est qui ? C'est moi. Raphaël Glucksmann, je voudrais donc m'arrêter sur quelques points de votre programme et de votre positionnement pour l'Europe. Vous avez expliqué tout au long de cette campagne qu'au fond, le clivage qu'essayait d'installer Emmanuel Macron entre les populistes et ceux qui défendent l'Europe n'était pas le vrai clivage. Vous appelez au retour du clivage gauche-droite parce que, dites-vous, c'est celui qui existe au Parlement européen. Le hic, c'est que quand on regarde les positions de vos alliés, les sociodémocrates, ceux avec lesquels vous travaillez au Parlement européen, elles sont sur plusieurs points essentiels diamétralement opposés aux vôtres. Les sociodémocrates ont voté le pacte asile-migration que vous fustigez. On a notamment entendu le patron du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en tresser les louanges. Sur les traités de libre-échange, vous les combattez, eux décident de les voter. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une forme de tromperie quant à vos électeurs, quand on voit que précisément ceux avec lesquels vous allez travailler à Strasbourg, eh bien, prennent des décisions qui ne sont pas celles que vous défendez. Les deux exemples de divergence profonde. C'est pas minime, Raphaël Glucksmann, les sujets migratoires et les sujets de commerce international. Sur le sujet migratoire, je vous signale quand même qu'une grande partie du groupe a voté pour, mais que le groupe était divisé sur ce pacte. Mais la majorité a voté pour. La majorité du groupe a voté pour, mais j'étais absolument pas isolé. Les délégations allemandes et italiennes ont voté contre la plupart des textes de ce pacte asile-migration. Et une raison simple, le débat entre nous n'a jamais porté sur la qualité du pacte asile-immigration. C'était, est-ce qu'il vaut mieux ce compromis-là ou rien du tout ? C'était ça le débat. Tout le monde sait que ce pacte asile-immigration ne résoudra strictement rien. Mais très bien, mais vous dites vouloir peser au Parlement européen. Si vous avez des alliés qui votent l'inverse de ce que vous défendez, là, il y a un problème de clarté vis-à-vis des électeurs. 90% des textes, nous votons la même chose, 95% même si vous voulez. Et moi, je suis au cœur du réacteur aujourd'hui pour façonner le programme. Vous savez, si on va poser au premier jour de notre mandat la clause de l'européenne la plus favorisée comme un des points centraux de l'agenda législatif à venir, c'est parce que je l'ai poussé au sein du groupe. Pour les prochains traités de libre-échange, vous vous y opposez, vos alliés les voteront. Vous allez voir, il y a une bascule au sein du groupe social-démocrate. Et concernant par exemple le Mercosur, je peux vous dire qu'une majorité du groupe s'y opposera. Et que donc on est en train vraiment de remodeler en profondeur la social-démocratie européenne en lui faisant épouser le logiciel de l'écologie politique. C'est une refonte extrêmement profonde. Mais vous constatez qu'en l'État, sur certains sujets, vous êtes minoritaire. Au cœur de cette refonte. Et j'ai fait une campagne avec l'ensemble des partis socialistes et sociaux-démocrates européens. Et je suis au cœur de ce groupe. Et je suis au cœur de la bascule qui doit opérer. Et moi, je vous le dis, l'offre politique qu'on est en train de créer à l'échelle européenne, ce mariage de la social-démocratie et de l'écologie, auquel moi j'ajoute, et j'ai fait basculer notre groupe dans ce sens, un sérieux sur les questions de défense et de sécurité, eh bien c'est la nouvelle offre politique qui dominera la gauche européenne pendant les décennies à venir, Benjamin Duhamel, et je serai au cœur de son élaboration. Un mot sur un autre point de votre programme, vous défendez la taxation des super riches à l'échelle européenne. Question très concrète, par exemple, mon groupe, qui nous regardent, l'ensemble de ma famille politique le porte avec moi. Question très concrète pour ceux qui nous regardent, c'est quoi un super riche ? À partir de quel montant de revenus, quel patrimoine vous taxez à l'échelle européenne ? C'est au-dessus de plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est-à-dire, non, mais ça doit être fixé avec la Commission européenne. Oui. C'est au-dessus de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, vous inquiétez pas, le pêcheur de l'île de Ré... Moi, je suis pas inquiet, personnellement. Non, mais je tiens à vous rassurer quand même. Enfin, le pêcheur de l'île de Ré, qui était l'argument principal pour les opposants à l'ISF en France, ne sera absolument pas visé. C'est les multimillionnaires et donc les milliardaires. De 10 millions d'euros C'est au-dessus de 20, 30, 40. Mais ça, c'est fixé ensuite dans le débat. Millions d'euros. Mais vous savez, les multimillionnaires et les milliardaires,
Aujourd'hui, ils payent 0,5% d'impôts sur leur fortune réelle, leur taux d'imposition réel. Ils payent moins d'impôts en proportion à leur fortune que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Et vous savez, c'est un débat qui aujourd'hui est en train d'être gagné, monsieur Duhamel, qui est en train d'être gagné. Le Financial Times, qui est quand même pas l'humanité, le Financial Times vient de faire un éditorial pour soutenir notre initiative. Le FMI, qui n'est pas non plus une organisation ultra-gauchiste, dit qu'il est temps de taxer les plus hauts patrimoines en Europe et à l'échelle mondiale. Et donc nous sommes en train de gagner ce débat. Et ce n'est pas une lubie gauchiste, c'est un mécanisme d'autodéfense des démocraties dans une situation de crise. Il faut qu'on avance un petit peu. Et vous savez qu'à l'origine de notre initiative citoyenne là-dessus, eh bien, il y a des multimillionnaires. Par exemple, l'héritière de BASF qui dit « Mais moi, je veux être taxé. » Et donc, vous répondez à cet appel. Sur l'Ukraine, Raphaël Glucksmann, après la France, ce sont désormais les États-Unis et l'Allemagne qui autorisent les Ukrainiens à utiliser des armes occidentales pour frapper des cibles militaires sur le territoire russe, d'où sont tirés des missiles. Vous avez applaudi. Si je résume au fond depuis le début de cette campagne, sur le sujet ukrainien, vous êtes en fait totalement aligné avec le président de la République. Pourquoi un électeur qui hésite et qui accorde énormément d'importance au sujet ukrainien, voterait pour vous plutôt que pour Valérie et Emmanuel Macron, puisque vous dites exactement la même chose? Parce que ça fait 20 ans que je le dis. Et donc c'est quoi, une forme de droit d'antériorité Regardez le dernier débat, d'ailleurs c'était sur BFM, je suppose que vous l'avez regardé. Absolument. Donc quand on pose la question de l'autorisation pour les Ukrainiens à frapper les bases russes qui les attaquent depuis le territoire russe... Elle répond ambiguïté stratégique. Voilà, elle répond pas. Oui, mais Emmanuel Macron a été l'un des premiers pays à dire qu'il faut pouvoir les autoriser. Donc de ce point de vue-là... Ensuite, au Parlement européen, moi je suis à l'avant-garde du soutien pour l'Ukraine. À chaque fois, on a des hésitations de Paris ou d'autres capitales européennes, d'Emmanuel Macron, qui nous font perdre 6 mois, 8 mois, 10 mois dans le soutien à la résistance ukrainienne. Et donc, moi je suis celui qui met le sujet sur la table à chaque fois. Mais vous reconnaissez qu'il n'y a pas de divergence majeure aujourd'hui entre Emmanuel Macron et vous? Quand Emmanuel Macron, après moult hésitations, vient sur ma ligne, évidemment que j'applaudis, évidemment que je dis que je suis d'accord. Je ne vais pas faire de l'opposition pavlovienne sur un sujet lui qui vient sur votre aussi grave. C'est lui qui change de ligne. Vous l'avez influencé? C'est lui qui change de ligne. Moi, j'ai une ligne qui est constante depuis le 24 février 2022. Mais j'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, la France n'a pas, donc Emmanuel Macron, n'a pas réorganisé nos lignes de production pour pouvoir livrer la résistance ukrainienne. On est aujourd'hui en France incapable de livrer plus que 5000 obus par mois à la résistance ukrainienne, alors que les Russes en tirent 20 000 par jour. Est-ce que c'est cela un soutien résolu à la résistance ukrainienne? Non. Est-ce que le fait de refuser de saisir les 206 milliards d'avoirs publics russes qui sont gelés dans nos banques au moment où on se parle, est-ce que c'est cela un soutien résolu? Il y a encore de la marge pour aller plus loin. Il faut faire pression pour que nos États aillent plus loin, et avec une ligne rouge, qui est qu'il n'y aura pas de confrontation militaire directe avec la Russie. Et que tout le reste doit être fait. Pourquoi? Pas par solidarité avec un peuple qui se bat pour sa liberté simplement, mais parce que nous sommes les cibles de Vladimir Poutine. Moi, j'ai présidé la commission spéciale sur les ingérences étrangères au Parlement européen. C'est moi qui ai mis le dossier sur la table à l'échelle européenne. Et je sais qu'il y a une guerre hybride qui vise nos démocraties et que nos démocraties doivent se défendre et qu'il faut être inflexible là-dessus. Je voudrais qu'on retourne à l'échelle nationale un instant. J'aimerais préciser un point avec vous qui fait l'objet d'une controverse pendant cette campagne, c'est votre position sur la retraite à 60 ans. C'était dans le programme de la NUPES en 2022. Vous avez été interrogé sur le sujet et vous avez dit non, 60 ans, mais pas pour tout le monde. Mais parce que... La France Insoumise vous a reproché d'avoir, au fond, trahi l'esprit de la NUPES. C'est quoi votre réforme des retraites idéale, Raphaël Glucksmann? 60 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement que quelqu'un qui a commencé à 17 ans, qui a travaillé à l'usine toute sa vie, doit partir au même âge à la retraite que moi? Non, mais attendez, moi je vous pose la question sur la réforme des retraites qui est défendue aujourd'hui par la gauche social-démocrate, puisque ce qui était dans le programme de la NUPES, c'était le retour à 60 ans. C'est simplement ce que j'ai dit. On peut avoir une base légale, mais aujourd'hui, la réforme inique portée par Emmanuel Macron, sur laquelle il faut revenir. Mais ça, sur laquelle il faut revenir. Vous êtes opposé à la réforme que ceux qui sont pénalisés, c'est celui qui a commencé à travailler à 17 ans et qui a travaillé toute sa vie à l'usine, contrairement à moi. Alors c'est quoi votre réforme des retraites idéale, celle de la gauche social-démocrate qu'elle pourrait mettre en œuvre si elle arrivait au pouvoir? Mais c'est une réforme des retraites où la base... L'objectif, c'est que celui qui a commencé à travailler à 17 ans puisse partir à 60 ans. D'accord, et celui qui a commencé à travailler plus tard? Et le cadre qui a commencé beaucoup plus tard, eh bien, il partira plus tard. Et donc, c'est quoi? C'est une réforme par points? Est-ce qu'on garde l'âge légal à 64 ans? Non, on ne garde pas l'âge légal à 64 ans, puisque je viens de vous expliquer que ça pénalise
celui qui commence à travailler beaucoup plus tôt. Donc moi, c'est la base légale, c'est 60 ans, mais pour les cadres et ceux qui commencent à travailler plus tard, eh bien eux, ils partent plus tard. C'est simple, c'est hyper clair, et simplement, ça a été l'objet d'une polémique politicienne, puisque je ne revenais pas sur la base de 60 ans. Mais pour ceux je qui ne revenais pas commencent- sur la mais base de juste 60 pour ans, être très précis, j'expliquais juste pour être très que ce précis. n'était pas Ouais. universel, mais ce n'est même pas universel dans le programme de la NUPES non plus. Mais donc, pour être très précis, pour ceux qui auront commencé à travailler plus tard, il y aura des gens qui ne pourront déclencher leur droit à la retraite qu'à partir de 64 ans, Mais voire 65 je ans. vous explique quelque chose de très simple. Ouais. Moi et quelqu'un qui a commencé à travailler à l'usine à 17 ans, ce n'est pas la même chose, Benjamin Duhamel. Et par ailleurs, je vous dis aussi que ce n'est pas à l'échelle européenne Ça ne et m'a pas par cette échappé. élection que C'est pour sera ça qu'on a parlé décidé des sujets le européens. retour. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un accord fondamental pour dire que la réforme des retraites Ça, portée par Emmanuel on a Macron compris. est profondément inique et que la manière dont il a traité un mouvement social aussi digne, aussi puissant, est profondément antidémocratique. Il Et nous que reste- c'est une blessure qui existe encore dans notre pays, que les gens ne sont pas des poissons rouges et que, à mon avis, Emmanuel Macron paiera cette réforme-là dans les Il nous temps. reste quelques minutes, Raphaël Glucksmann. Deux questions politiques. La première, elle concerne un socialiste, un ancien président qui visiblement a envie de parler en ce moment, François Hollande, Vous avez qui va d'ailleurs vraiment envie de tenir un parler meeting cette semaine. Il va voter pour vous. C'est un atout, c'est un boulet pour votre campagne, François Mais Hollande. moi, j'ai un cap clair et tous les gens qui soutiennent ce cap sont des atouts. Oui, mais vous n'arrêtez pas de Nous dire, moi, c'est écrivons- la gauche de Delors et de Badinter. Je vous entends jamais dire, moi, c'est la gauche de François Hollande. Mais parce que on a des référents qui sont Delors et Badinter qui, en plus, ça ne nous aura pas échappé, ont disparu au début de la campagne. Ouais. Donc, Mais par exemple, vous allez tenir un meeting avec c'est une Martine figure tutélaire. Oui, Maire je de vais Lille. tenir le dernier meeting à Lille. D'ailleurs, Et je vous invite, vous, mais surtout les gens qui Ouais. nous regardent, Mais à vous- venir et à vous Lille ne le faites pas de vendredi meeting 7. avec François Hollande. Non, je ne ferai pas de meeting avec François Pourquoi Hollande, ça s'est fait comme ça. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que mon cap est clair. Mais ça vous c'est une gêne social-démocratie. Mais non, ça ne me Le soutien gêne de François pas. Hollande, il vous gêne. Certains pas du disent, tout. voilà, il prend du temps de parole, J'ai- c'est une forme d'irritant à gauche. J'ai compris. Moi, je m'appelle Raphaël Glucksmann. Alors, j'espère que vous vous en souviendrez. De ce point de vue-là, je pense que c'est bon, m'appelle ouais. Raphaël Glucksmann. Je n'ai pas été ministre, je n'ai pas été président, je n'ai pas été Premier ministre. Mais J'ai le bilan un de François cap- Hollande, c'est j'ai quelque chose de un positif cap pour la gauche, Raphaël extrêmement Glucksmann, clair. ou il faut l'oublier? Ce bilan, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, et surtout, ce qu'il faut, c'est inventer un cap clair. Moi, je ne propose pas la réédition du passé, je ne propose qu'une seule chose, une social-démocratie qui est refondée dans la révolution écologique et qui propose une nouvelle offre politique. Et moi, ce Et que on je vous a veux, entendu. c'est qu'on parle d'Europe dans cette élection. Je sais que chez vous, c'est Non, extrêmement non, pas du compliqué. tout, pas du tout. Si, non, bah si, puisque là, Attendez, depuis on le va début- consacrer 2 heures au sujet européen. Une toute dernière question. je sais pas à si quel vous moment connaissez. viennent les sujets Attendez, européens Raphaël, Non, mais parce je que sais pas si vous François connaissez la. Hollande, la NUPES... Je sais pas si vous connaissez la devise de Guillaume d'Orange, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Je vous ai déjà posé la question une dizaine de fois sur vos ambitions futures. Où est-ce que vous Heureusement serez que j'ai suivi cette Oui. devise-là au début de la campagne, quand on me donnait à 8 C'est vrai. et qu'on a réussi à créer cette J'essaie de dynamique. la reformuler différemment, c'est la dernière question, il nous reste quelques secondes. Où est-ce que vous serez en mai 2027 ? Alors là, j'en sais strictement rien. Où est-ce Est-ce je que vous serai serez en bien au chaud à Strasbourg ou à tenir des meetings pour que la gauche... Bien au chaud à Strasbourg, c'est ambitieux. Ça dépend quel mois de l'année. Non, mais moi, ce que je serais, c'est je participerai à la reconstruction sur ce cap clair que j'ai énoncé. Mais vous savez, moi, j'ai cité des exemples. J'ai cité dans le meeting qu'on a fait à Paris, j'ai cité Blum pour son refus de la violence. J'ai cité Mendes pour son culte de l'intégrité Donc vous gouvernez et de la tous les deux, hein, sincérité. Eh bien, Blum et Mendes, ce sont les boussoles qui nous guident. Ce qu'il faut désormais, c'est réinventer une gauche qui soit au clair avec elle-même et dans son attachement viscéral à l'Europe que vous aimez, j'en suis sûr, même si vous en parlez fort peu On en parle. dans Raphaël les entretiens Glucksmann, que vous menez. C'est terminé. Juste une question rituelle. C'est Manon Aubry dans un instant qui va vous succéder à cette place. Une qualité et un défaut de Manon Aubry ? En un mot. Combative et... Pour la qualité ouais. Et pour le défaut ? Eh bien, quelle campagne, quoi. Je veux dire, voilà. Donc sur la campagne en général. Moi, je veux dire, il y a vraiment des règles dans le débat public et je suis navré. Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann, d'avoir... Rassurez-vous, je le saluerai au Parlement européen. C'est pas les deux gauches irréconciliables qu'on a vu J'ai là. jamais théorisé les D'accord. deux gauches irréconciliables. Par contre, je théorise la gauche dans la clarté et la gauche
dans le combat, puisque c'est une qualité que m'a prêté Raphaël Glucksmann. Donc vous avez une gauche de combat face à vous qui défend fermement la retraite à 60 ans, parce que j'ai bien vu que c'était un peu compliqué. On y reviendra dans un instant. Manon Aubry, je voudrais commencer avec l'actualité au Proche-Orient. Question que vous avez placée au cœur de votre campagne. Le président américain Joe Biden a présenté une initiative reprenant une proposition israélienne pour un cessez-le-feu en plusieurs phases, une initiative qui a été soutenue par Emmanuel Macron. Est-ce que vous aussi, à la France Insoumise, vous soutenez cette initiative présentée par le président américain ? Oui, vous savez, toutes les initiatives qui vont favoriser la fin des horreurs et du massacre dans la bande de Gaza sont bonnes à prendre. Toutes les initiatives qui permettront la libération des otages sont bonnes à prendre. Toutes les initiatives qui permettront aux Palestiniens de retrouver ce droit simple à vivre en toute dignité, dans un territoire qui est le leur, à ne plus avoir des camps de réfugiés qui sont pris pour cible, des hommes et des femmes brûlés à vif, des enfants décapités. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Mais je regrette que les initiatives diplomatiques aient mis autant de temps, et Emmanuel Macron le premier. Je veux dire, il tergiverse encore juste sur la reconnaissance de l'État de Palestine en disant que ce n'est pas le bon moment. Mais ce sera quand le bon moment ? Quand il n'y aura plus d'État, quand il n'y aura plus de population palestinienne, quand ils auront tous été décimés par ces années de nettoyage ethnique. Vous voyez, je pense qu'il faut du sérieux, de la raison, et la France et l'Union européenne auraient dû prendre depuis le début des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou pour s'assurer, utiliser tous les leviers pour ramener la paix au Proche-Orient, comme un embargo sur l'envoi d'armes ou la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Question très concrète, Manon Aubry, vous avez applaudi les réquisitions du procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, qui a requis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Si la Cour suivait les réquisitions du procureur et que vous étiez au pouvoir, est-ce que ça voudrait dire que vous autoriseriez l'interpellation du Premier ministre israélien s'il était sur le sol français ? Oui. C'est-à-dire que vous êtes au pouvoir, pour une raison ou une autre, un avion qui arrive sur le territoire français ou une visite, il est arrêté, interpellé ? Mais parce que la France est partie prenante du statut de Rome qui a mis en place la Cour pénale internationale. C'est d'ailleurs Jacques Chirac qui l'a signé et qui, je pense, doit se retourner dans sa tombe quand on voit comment la droite remet en cause le droit international et la Cour pénale internationale. Mais bien sûr, ce serait notre responsabilité. Et de la même manière... Donc, un dirigeant d'un État démocratique serait interpellé... Mais parce que vous êtes un dirigeant démocratique, ça vous protège et ça vous abstient de massacrer des populations et de violer le droit international. Il n'y a pas de crime de guerre ou de crime contre l'humanité démocratique, Benjamin Duhamel. Quand vous commettez des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, eh bien, vous devez en payer les conséquences devant le droit international. Donc la réponse est très claire, c'est oui. Tout au long de cette campagne, Manon Aubry, les propos prises de position de votre colistière Rima Hassan ont suscité le débat, parfois la polémique. Je voudrais vous soumettre un de ces tweets, il y en a eu plusieurs. Publié après l'exégèse de chacun des tweets de chacun de mes candidats. Pour encore une fois éclairer ceux qui nous regardent et qui sont en train de faire leur choix pour le 9 juin. Un tweet publié après les bombardements à Rafah. Israël est une monstruosité sans nom. Est-ce que vous auriez pu écrire la même chose ? Vous ne pensez pas que prendre pour cible un camp de réfugiés humanitaires, et je le rappelle, à Rafah, où le gouvernement israélien a demandé à la population palestinienne de se réfugier. Vous les avez vues, ces images, Benjamin Duhamel ? Attendez, Manon Aubry. Mais vous ne pensez pas que c'est une monstruosité ? Attendez, Manon Aubry. Non seulement j'ai vu ces images, non seulement on en a parlé sur cette antenne, simplement il y a une différence entre parler du massacre, du carnage qui est en cours, d'un carnage qui est en cours à Gaza, et l'idée de dire que c'est une généralité. C'est Israël, le pays. Non, mais Israël, qui est une monstruosité sans nom. Est-ce que vous pourriez dire la même chose ? Je ne fais pas la confusion entre l'État d'Israël et la population palestinienne. Pour le simple fait déjà, Benjamin Duhamel, que en Israël, il y a aussi une contestation de la part de la population israélienne. Il y a aussi des gens qui descendent dans la rue, qui ne sont pas d'accord avec ce que fait ce gouvernement. Alors, mais je vais vous dire, est une monstruosité. Toutes les tentatives de dévier le débat politique que l'on a sur les plateaux télé pour aller faire « Ah, mais attendez, cette virgule, ce mot n'est pas le bon ». Non, c'est moi qui m'excuse, monsieur Duhamel, parce qu'au bout d'un moment... Sur ce tweet, Manon Aubry, il n'y a pas écrit « Benjamin Netanyahou commet des actions monstrueuses, les bombardements sont monstrueux ». Il y a écrit « Israël est une monstruosité ». Est-ce que vous considérez qu'Israël est une monstruosité ? Je considère que ce qui est commis dans la bande de Gaza sont des monstruosités. Ces monstruosités... Donc je constate, et je prends à témoin ceux qui nous regardent, que vous ne reprenez pas l'expression telle qu'elle. Ces monstruosités sont commises par un gouvernement qui doit en payer les conséquences. Mais Benjamin Duhamel, je dois vous dire que j'en ai un peu marre dans cette campagne qu'on tente à chaque fois de faire diversion, à chaque fois pour ne pas parler au cœur du sujet. Non, monsieur Duhamel, vous ne m'interrogez pas sur les leviers qui existent pour mettre fin à ce massacre. Je viens de vous poser une question sur l'initiative, mais simplement je constate que
visiblement, ce tweet de votre colistière vous met mal à l'aise puisque vous ne reprenez pas l'expression. Je ne suis pas du tout mal à l'aise. Moi, là où je suis à l'aise, monsieur Duhamel, c'est que dans cette campagne, on est porté la voix de la paix. Dans cette campagne, on a été bien seul à demander des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Vous regrettez d'avoir proposé à Rima Hassan d'être sur la liste ? Je ne regrette absolument pas, j'en suis très fière. Et je prends un témoin ceux qui nous regardent. Si vous voulez la paix à Gaza, si vous voulez la cohérence dans le droit international, si vous voulez la fin des massacres dans la bande de Gaza, oui, vous avez la possibilité d'envoyer la première franco-palestinienne au Parlement européen. Et c'est une sacrée fierté, je dois dire. Juste avant de parler d'Ukraine, vous imaginez une seconde, et d'ailleurs je demande quelle aurait été votre réaction si quelqu'un sur une liste Renaissance ou du Rassemblement national avait fait un tweet en disant la Palestine est une monstruosité. Comment est-ce que vous auriez réagi ? Je constate surtout que on parle beaucoup de Rima Hassan sur chacun de ses tweets, mais par exemple, on ne parle jamais du fait qu'elle soit, comme beaucoup d'entre nous, mais elle, tout singulièrement, elle fasse l'objet de menaces, d'appels au viol. Ce qui est absolument inacceptable. Et ça ne suscite, mais simplement là, je parle de ces propos. Aucune réaction. Non, ça ne suscite aucune réaction. Relayé. Non, personne. On n'a pas demandé de réaction à Valérie Hayé, à mes concurrents, en disant est-ce que vous trouvez ça normal qu'une candidate à l'élection européenne mais si quelqu'un disait la Palestine est une monstruosité, est-ce que ça vous choquerait ? Mais les crimes du Hamas sont une monstruosité. Oui, ce qui n'est pas la même chose que de dire la Palestine. Je vous ai dit, les crimes d'Israël sont une monstruosité, les crimes du Hamas sont une monstruosité, et le droit international est bien fait. Ils sont tous les deux poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Vous voyez, nous sommes les défenseurs de la paix dans cette campagne et j'en suis très fière. Justement, la paix sur l'Ukraine, vous dites vouloir ouvrir des canaux diplomatiques pour arriver à la paix. Est-ce que pour vous, cette paix serait acceptable si elle impliquait des concessions territoriales, par exemple la Crimée ou le Donbass ? Mais c'est à l'Ukraine de définir ses conditions d'acceptabilité de la paix. Nous, notre responsabilité en tant que la France et l'Union européenne, c'est de faciliter des canaux diplomatiques pour remettre les différents protagonistes autour de la table. Ce que nous disons sur l'Ukraine, c'est un plan de paix en 3 parties. Premièrement, aide financière, logistique et militaire à l'Ukraine. Et d'ailleurs, sur la partie financière, on est les seuls à proposer l'annulation de la dette. Deuxième niveau, arrêter l'hypocrisie et notamment de soutenir directement la Russie en important du gaz et des engrais russes. Et troisième niveau, oui, activer... Non mais c'est important de comprendre notre plan de paix c'est important, dans sa globalité. La question est très précise. Est-ce que cette paix, selon vous, est-ce que vous fixez comme préalable aux négociations le fait que les troupes de Vladimir Poutine se retirent du Donbass et de la Crimée, ou est-ce que vous dites au fond il faudra qu'il y ait des concessions territoriales ? Je fixe comme préalable aux négociations le fait que l'Ukraine fixe ses positions. Je suis désolée, c'est pas à moi de dire aux Ukrainiens vous allez accepter la paix à telle ou telle condition. Par contre, notre responsabilité en tant que gouvernement français ou de l'Union européenne, c'est de faciliter les conditions des canaux diplomatiques. C'est ce qu'a fait l'Allemagne, qui propose un sommet sur la paix les 15 et 16 juin. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky a dit le premier qu'il était prêt à y assister. Comme quoi, il y a des outils qui sont possibles. On pourrait aussi protéger, par exemple, les centrales nucléaires autour desquelles se déroule cette guerre et qui fait peser une menace sur l'ensemble du continent européen. Est-ce que pour vous, l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 était légitime ? Non, elle n'était pas légitime, et vous savez, ce n'est pas moi... C'était contraire au droit international. C'était contraire au droit international. Et d'ailleurs, je crois que c'est François Hollande lui-même qui avait invité Vladimir Poutine à la suite de l'annexion de la Crimée. J'observe que vous n'avez pas posé la question à M. Glucksmann juste avant moi. Je fais des choix. Mais simplement, ce qui est intéressant, c'est que vous dites... J'observe ces choix, M. Duhamel. Écoutez, vous avez écouté l'interview de Raphaël Glucksmann, je crois que sur la question de la retraite à 60 ans, je l'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Il n'était pas particulièrement satisfait que je lui pose la question. Donc si l'idée est d'essayer d'expliquer qu'il y a une sorte de 2 poids 2 mesures dans les questionnements, vous verrez à la fin de cette émission que j'essaye d'insister sur les quelques ambiguïtés. Mais j'étais pas au pouvoir. Moi, j'étais pas au pouvoir au moment de l'annexion de la Crimée. J'étais même pas députée européenne, mais je vous dis, c'est une violation du droit international. Vous avez votre, je sais pas comment on peut l'appeler, leader, pas patron, mais en tout cas autorité morale. C'est le moment où vous ressortez les tweets. Ah non, pas les tweets. Hors contexte. Non. Jean-Luc Mélenchon en 2014, sur son blog, la Crimée est perdue pour l'OTAN. Bonne nouvelle au moment de l'annexion de la Crimée par les Russes. Bonne nouvelle. On va pouvoir faire l'exégèse de tout ce qui s'est passé. Je suis désolée, on aura besoin d'un peu plus de 15 minutes d'interview pour refaire toute l'histoire. Moi, je vous le dis très clairement, quelle est ma position ? C'est une violation du droit international. Et j'observe qu'on n'était pas au pouvoir à ce moment-là. Et c'est pas nous qui avons déroulé le tapis rouge à Vladimir Poutine à ce moment-là. Manon Aubry, rapidement, je voudrais qu'on parle d'immigration. Vous êtes opposé au pacte asile-immigration. Et vendredi matin, encore au micro d'Apolline de Malherbe, vous avez insisté sur votre volonté de régulariser les travailleurs sans papier. Vous l'avez dit très clairement. Question annexe, ceux qui ne travaillent pas. C'est-à-dire des clandestins, des étrangers en situation illégale qui ne travaillent pas. Qu'est-ce que vous faites d'eux ? Est-ce que vous dites, oui, il faut assumer de les renvoyer
chez eux, dans leur pays d'origine, ou est-ce que, au contraire, vous dites c'est régularisation massive, non seulement pour ceux qui travaillent, mais aussi pour ceux qui ne travaillent pas? Juste, monsieur Duhamel, j'observe, puisqu'on arrive à la fin de cette interview, que vous m'avez posé que des questions internationales et aucune question sur le premier sujet de préoccupation des Françaises et des Français. Le premier sujet que l'on porte dans nos meetings, qui est la question de la vie chère. Et puisque... Je crois, Manon Aubry, que ceux qui regardent l'émission Monsieur pourront Duhamel, constater que vous avez accordé une place de choix à la question du Proche-Orient. C'est aussi pour cela que je l'ai Je crois traité. que vous n'avez pas assisté beaucoup à mes meetings, parce que vous n'avez pas vu d'autres sujets, mais je crois que vous êtes partenaire d'un institut de sondage qui s'appelle Elab. Et j'ai vu le sondage assez intéressant qui est sorti hier, qui dit les 3 premières propositions plébiscitées par les Françaises et les Français. Il y a le blocage des prix des produits de première nécessité. Vous ne voulez pas répondre à ma question sur Si j'y l'immigration? arrive, l'inscription du droit à l'IVG et la taxation des super-profits. Ça tombe bien, c'est des sujets que je porte. Et quand on interroge les Français sur les sujets de préoccupation, il y a le pouvoir d'achat et l'immigration. J'observe, monsieur Duhamel, que vous avez fait le choix, à la gauche que je représente, au programme de la NUPES que je porte, de ne pas me poser une seule question sur les sujets sociaux, qui est la première préoccupation. Je choisis les questions que je vous pose, et donc moi je choisis mes priorités politiques, monsieur Duhamel. Je choisis mes questions, vous choisissez vos réponses. Qu'est-ce que vous faites des étrangers en situation illégale qui ne travaillent pas? Si vous n'aviez pas attendu le dernier dimanche des élections européennes pour m'inviter, contrairement à toutes les autres têtes de liste que vous avez invitées, je crois que vous avez été présente sur BFM TV. Jean-Luc Mélenchon, je l'ai reçu 2 fois. Vous auriez eu l'occasion d'avoir une présentation dans les détails. J'en reviens à la question migratoire, parce que aucun sujet, je ne fuis pas la question. Oui, il faut régulariser massivement les travailleurs sans papier. Et ceux qui ne travaillent pas. J'observe que l'extrême droite, qui a fait campagne sur le sujet, notamment en Italie, Giorgia Meloni, a régularisé 450 000 travailleurs sans papier. Vous pourrez poser la question à Jordan Bardella. Et à Marion Maréchal. Mais Jordan Bardella veut aussi une coalition des extrêmes droites. Donc sur ceux qui ne sont pas des travailleurs sans papier. La question qui nous est posée, c'est où est-ce que vous les raccompagnez? Je prends le cas concret d'un Syrien qui n'a pas eu ses papiers. Vous le rendez à qui? À Daesh? Vous le renvoyez où? Prenons plutôt l'exemple de quelqu'un qui vient d'un pays sûr et qui n'est pas éligible à l'asile. Déjà, ça vous enlève... En pratique, vous avez 90% des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire, qui ne sont pas applicables. Donc il faut un peu de réalisme. Qui ne travaille pas et qui n'est pas éligible à l'asile. Il faut un peu de réalisme. Mais ça ne concerne quasiment personne, en fait. Ah bon? Benjamin Duhamel. Oui. Vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûre. Parce qu'en pratique, vous voyez, ce truc de « Ah, mais combien on va en raccompagner ?» D'ailleurs, on voit cette forme de concours Lépine sur les plateaux télé de celui qui raccompagnera le plus d'étrangers pour en faire une chair à canon électorale. Moi, je suis en désaccord avec ça. Et dernier sujet sur les questions migratoires, si vous prenez le sujet au sérieux, alors il faut agir sur les causes des migrations pour que les gens ne montent pas sur un radeau de survie au péril de leur vie. Ça veut dire la fin des accords de libre-échange, des accords commerciaux inégaux. Et au Parlement européen, je préside le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. Un autre sujet important, je pense, de cette campagne. C'est vrai, alors que d'autres groupes sont traversés par des contradictions. C'est d'ailleurs ce que j'ai souligné avec Raphaël Glucksmann, qui était là juste avant vous. Il y a 95% de son groupe qui vote les accords de libre-échange, et je le regrette parce que s'opposer aux accords de libre-échange, c'est le meilleur moyen de protéger l'industrie et l'agriculture. Manon Aubry, pour terminer, question traditionnelle, une qualité et un défaut quant à la personne qui va vous succéder dans un instant et que j'aperçois à l'entrée de ce studio. Jordan Bardella, la tête de liste Rassemblement National. Une qualité et un défaut. Un défaut sexiste et qui combat les droits des femmes, puisqu'il s'est opposé systématiquement systématiquement au droit à l'IVG. Et la qualité? Et une qualité, vous savez, moi je fais du water-polo, il doit bien aimer la piscine, vu le peu de fois qu'il est venu au Parlement européen, puisqu'il a déposé en 5 ans de mandat 76 amendements quand j'en ai déposé 4800, donc voilà, un beau député fantôme qui doit aimer la piscine. Je ne sais pas si c'est vraiment une qualité, mais ceux qui nous regardent jugeront. Merci beaucoup. Moi j'adore la natation, Merci sans doute beaucoup. lui aussi. Merci Manon Aubry. Et donc tout de suite, c'est Jordan Bardella. Attendez, Manon Aubry. Voilà, on attend juste. Bonne natation. Merci. Voilà. Bonjour. Et donc, je dis les coulisses, Manon Aubry qui vient de dire bonne natation. Toujours en très grande élégance, Madame Aubry et la France insoumise. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Duhamel, merci de votre invitation. Merci de participer à ce BFM Politique spécial élection européenne. Dans notre sondage du jour, vous êtes très largement en tête, 32,5%. Et pourtant, la candidate de la majorité martèle que rien n'est joué. Quant à Gabriel Attal, il demande aux Français s'ils veulent vraiment, je cite, qu'en 45 ans, entre 1979 et 2024, le visage de la France passe de celui de Simone Veil à celui de Marine Le Pen. Dans l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle en 2022, ces assauts de la majorité avaient été efficaces. Est-ce que là, vous craignez que ce soit la même chose et donc que vous baissiez dans les sondages et qu'à la fin, le score soit plus décevant
que ce qu'il n'est aujourd'hui. Non, ce qui est décevant, c'est le niveau des arguments. Je veux dire, on est dans un débat démocratique, on peut se confronter, on peut confronter les deux visions qu'on a de l'Europe sans tomber dans des espèces de caricatures ou systématiquement dans des instrumentalisations de périodes qui parfois ont pu être douloureuses. Moi, je m'étonne de voir que depuis le début de cette campagne des élections européennes, Emmanuel Macron et sa candidate font campagne en instrumentalisant le drame de l'Ukraine et le conflit en Ukraine. La France insoumise et la gauche font campagne, eux, en instrumentalisant le conflit israélo-palestinien et évidemment en faisant de l'électoralisme sur la question de la Palestine et plus largement du Hamas. Moi, je fais campagne sur le quotidien des Français, sur le destin de la France. Et moi, j'ai des propositions concrètes et je n'ai pas peur du débat. Donc oui, c'est le niveau des caricatures. Et on va les détailler dans un instant, vos propositions. Rentrons dans les sujets européens. Tout au long de cette campagne, vous avez été ciblé par vos opposants pour votre manque d'implication au Parlement européen. Je rappelle qu'en 5 ans, vous avez déposé 21 amendements contre 3460 pour Manon Aubry, 1200 pour François-Xavier Bellamy. Je ne vais pas tant vous demander de vous justifier, vous l'avez déjà fait. Est-ce que simplement vous vous engagez dans le prochain mandat à être un peu plus travailleur, un peu moins dilettant ? Non mais, Monsieur Duhamel, j'ai un taux de présence de 94% au Parlement européen. Donc on va peut-être... Attendez, on va aller au bout. On a décortiqué les chiffres. Oui, mais moi je vais décortiquer sur le taux de présence, et notamment quand il y a des votes en plénière. C'est une toute petite partie du travail de député européen. Donc moi je vais décortiquer aussi. On peut passer, si vous voulez, l'émission dessus, mais j'ai l'un des meilleurs taux de présence en plénière de tous les eurodéputés français. Et vous prenez l'indicateur qui arrange, c'est-à-dire celui du peu d'amendements, parce que je suis dans une commission, celle des pétitions, où on peut déposer peu d'amendements. Que vous avez choisi d'ailleurs. Par définition. Mais j'ai sur les questions orales, sur les questions écrites, sur les interventions orales en plénière, des taux qui sont un peu meilleurs que ceux de la moyenne des eurodéputés français. Mais si un Français qui... je vais progresser, je vais essayer d'en faire plus. Si un Français qui nous regarde est capable de citer un amendement de Manon Aubry qui a passé 5 ans à déplacer des virgules, ou de M. Bellamy, très bien, mais moi je pense que les Français, en tout cas moi je ne suis pas capable de vous citer un seul amendement donc ça va continuer comme de ces gens-là qui ont changé la vie des Français en mieux. Donc je vais vous dire, depuis 5 ans, Monsieur Duhamel, j'ai rempli le rôle que m'ont donné les Français et que m'a donné la démocratie française. J'ai été un opposant résolu et déterminé à la politique du Green Deal, qui a mis des milliers d'agriculteurs dans les rues du pays, qui a été soutenu par les macronistes, soutenu par la gauche, soutenu par les écologistes. J'ai combattu il y a quelques semaines au Parlement européen le pacte migratoire qui prévoit... Mais je travaille, Monsieur Duhamel. Demandez-vous plutôt pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes donnés très largement en tête de ces élections européennes. C'est peut-être que, contrairement aux observateurs et à mes opposants politiques, les Français voient peut-être une utilité à ce que je sois dans la vie publique. Et en tout cas, moi, j'ai été leur avocat, je serai leur avocat. Et ceux qui ont des comptes à rendre, en fait, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Mais croyez-moi, je travaille pour arriver au pouvoir et j'espère qu'un jour, j'aurai des comptes à rendre. Donc ça veut dire au peuple français. Si votre plan se déroule comme vous le souhaitez, vous ne serez pas député européen jusqu'au bout. C'est-à-dire, si nous gagnons les élections en 2027. Vous dites aussi à vos électeurs, j'abandonnerai mon mandat. Non, mais je me bats pour gagner, évidemment. Si, en 2027, nous gagnons les élections et que je suis amené à exercer des responsabilités au niveau national, évidemment que le cumul étant impossible, je quitterai mon mandat de parlementaire. Mais je pense que nous pouvons avoir aujourd'hui la délégation la plus importante du Parlement européen. Et moi, dans cette dernière ligne droite, je veux dire aux Français que rien n'est gagné, il faut voter. Justement, Jordan Bardella, au Parlement européen, vous siégerez au sein du groupe ID. Est-ce que vous savez qui est le général Vanacci ? Enfin, on siège au sein du groupe ID. Et ça pourrait changer ? Mais les groupes, oui, parce que personne ne peut préjuger de l'état des groupes à l'issue des élections Je repose ma question. Est-ce que vous savez qui est le général Vanacci ? Non, dites-moi. Le général Vanacci est candidat aux européennes en Italie pour la Ligue, le parti de votre ami, Matteo Salvini. Je vous lis quelques-unes de ses saillies dans un livre qu'il a publié. Homosexuels, vous n'êtes pas normaux, faites-vous une raison. Fermez les guillemets, voilà, on voit cette phrase. Il parle aussi concernant une joueuse de volley italienne noire, de traits, ouvrez les guillemets, qui ne représentent pas l'italianité. Dernier exemple en date ces derniers jours, le général Vanacci qui a fait référence à une brigade de l'armée mussolinienne. Est-ce que vous êtes à l'aise à l'idée de siéger à côté de ce monsieur au Parlement européen ? Je vous apprécie beaucoup, Monsieur Duhamel. Non, mais là, je crois que la question est... Oui, non, mais je vous apprécie beaucoup. On a une semaine des élections européennes où va se jouer le quotidien des Français. Donc, je ne suis pas venu sur votre plateau, et je vous remercie encore une fois de l'invitation, pour aller parler de députés italiens candidats dans des partis italiens. Donc vous voyez, j'ai beaucoup d'amitié pour l'Italie parce que c'est mon pays d'origine, mais je ne suis pas l'avocat... Donc ça ne vous pose pas de problème de siéger à côté de quelqu'un comme ça ? Je ne suis pas l'avocat
de partis politiques italiens. Je crois que le parti que vous mentionnez, notamment la Ligue qui siège dans notre groupe, est aujourd'hui au pouvoir, dont le président de ce parti est le numéro 2 du gouvernement italien. Donc, je vous mets à l'aise. Je suis l'avocat de mes idées. Je suis l'avocat de mon propre parti. C'est déjà un travail important de défendre nos idées. Donc, je ne suis pas l'avocat de ce monsieur que je ne connais même pas et de partis politiques italiens qui siègent au Parlement européen. Ça fait la une des journaux italiens. Elle est étonnante, votre réponse, parce que si j'ai bien suivi l'actualité, il y a quelques jours, vous avez annoncé une rupture avec l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, précisément, et notamment parce que sa tête de liste avait dit les SS n'étaient pas forcément tous des criminels. Parce qu'il y a une multiplication de provocations. Et j'ai dit qu'à l'issue des élections européennes, il y aurait évidemment une recomposition des forces au sein de ce Parlement et que je ne souhaitais pas travailler avec ce mouvement politique. Mais donc là, pour l'AfD, rupture. Mais par contre, un parti qui présente sur sa liste et qui sera vraisemblablement élu quelqu'un qui dit homosexuel, vous n'êtes pas normaux. Non, mais d'abord, je n'ai pas connaissance des propos que vous mentionnez, d'une part. Il y a eu des Deuxièmement, partout, si et vous voulez vous amuser... Non, mais invitez, mais je pense qu'il serait peut-être plus utile qu'on utilise ce temps à parler de ce qu'attendent les Français, mais on peut passer, si vous voulez, un quart d'heure dessus. Moi, ça ne me dérange pas. Je veux juste vous dire une chose. Une forme de malaise. Non, mais je ne suis pas du tout mal à l'aise, je vous rassure. Moi, en revanche, je vais vous mettre à l'aise. Si vous faites ce travail avec moi d'aller chercher des gens qui siègent au Parlement européen, à côté du Rassemblement national, qui ont des positions qui ne sont pas les miennes, manifestement, et qui ne sont pas les propos que moi je tiens, et je pense que vous me connaissez depuis suffisamment longtemps pour savoir que les positions que vous mentionnez ne sont pas mes positions. Vous ne disiez même pas peut-être vous pouvez le faire, que ces propos sont rédhibitoires et que vous n'aimeriez pas siéger à côté de ce monsieur. Je n'ai pas connaissance de ces propos, je ne les partage pas et je les condamne. Mais voilà. Si, alors quand vous prendrez connaissance avec des si on refait le monde. Non, mais peut-être quand vous prendrez connaissance de ces propos. Non, mais j'imagine que vous avez fait ce travail avec tous les gens qui sont succédés. Peut-être que vous avez demandé, je ne sais pas si Madame Ayé est déjà passée sur ce plateau, mais peut-être que vous lui avez demandé des comptes sur le parti politique bulgare qui s'appelle Droit et Liberté, qui travaille avec Madame Ayé au Parlement européen et qui lui est carrément un parti communautaire qui reçoit directement le soutien et comme orateur Monsieur Erdogan, le président de la Turquie islamiste, Erdogan dans ses discours, qui est un parti communautaire. Donc peut-être que vous lui demandez aussi la question, mais... Donc, non mais on va avancer sur le point, mais je trouve ça un peu dommage. Ça ne vous gêne pas de siéger à côté d'un individu comme ça. Mais ce monsieur n'est même pas élu. Non mais il le sera. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous avez déjà le résultat des élections? Parce qu'il est très bien placé sur les listes et que, vraisemblablement... D'accord. Donc vous me demandez des comptes sur quelqu'un qui n'est pas élu, avec qui je ne siège pas et que je ne connais pas. Donc ça vous pensez que c'est sérieux? Oui, je pense que c'est assez sérieux. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à d'autres membres du Rassemblement national qui, à minima, considéraient que ces propos étaient plus que problématiques. Jordan Bardella, parlons de votre programme. Et je voudrais prendre 3 mesures de ce programme. La première, refoulement systématique des bateaux de migrants. Deuxième proposition, priorité nationale dans les marchés publics. Et troisième proposition, baisse de la contribution française à l'Union européenne. Sans parler de l'opportunité ou de la pertinence de ces propositions, le point commun, c'est que ces 3 propositions sont contraires au droit européen et sont contraires aux règles qui régissent aujourd'hui l'Union. Il y a 2 scénarios. Ou bien vous dites aux Français j'appliquerai ces mesures, mais en réalité elles ne sont pas applicables, ou bien c'est une façon d'essayer de les convaincre tout en sachant très bien que vous ne pourrez pas le faire. Lequel des 2 scénarios? Moi, je fais le constat aujourd'hui que la France ne défend plus ses intérêts sur la scène européenne. Et qu'aujourd'hui, c'est un sondage qui a été publié par Cluster 17, il n'y a que 3% des Français qui sont satisfaits du fonctionnement de l'Union européenne. Donc, je souhaite, sur un certain nombre de sujets, que vous mentionnez notamment les sujets économiques et migratoires, changer le fonctionnement de l'Union européenne. On peut peut-être prendre point par point. Sur la question du refoulement, aujourd'hui, il y a un principe au sein des institutions européennes qui s'applique dans tous les pays de l'Union, c'est le non-refoulement. C'est-à-dire que lorsque vous avez lorsque vous avez aujourd'hui un bateau de migrants qui arrive sur les côtes européennes, la loi prévoit que ce bateau soit mis en sécurité, accueilli. Et désormais, avec le pacte migratoire qui a été voté par M. Macron, ce texte prévoit la répartition des migrants obligatoire dans les communes, dans les villes et dans les villages français sous peine de contraintes financières pour les États membres qui refusent d'accueillir cette solidarité migratoire. Les macronistes parlent de solidarité. Donc, il faut modifier les traités. Je souhaite que l'agence de garde frontière, qui s'appelle Frontex, ne soit plus en charge de prendre ces migrants et de les raccompagner sur les côtes européennes, mais de les mettre en sécurité et de les raccompagner dans les pays de Donc il faut effectivement changer les règles. Et pour changer les traités il faut changer les traités lorsque, je donne un exemple, lorsque la Commission européenne fait 700 milliards d'euros d'endettement, c'est contraire au traité, c'est inscrit dans aucun traité, la Commission européenne le fait. Lorsque la France accuse un déficit budgétaire de 5,5%, c'est contraire au traité et ça n'entraîne en rien un dysfonctionnement de l'Union européenne. C'est intéressant, si vous ne changez pas les traités, vous risquez, si vous appliquez ce principe de refoulement, des sanctions.
Eh bien, écoutez, nous attendons ces sanctions. Je ne crois pas que la Commission européenne, si vous voulez, va se mettre à sanctionner les gens qui permettent le fonctionnement de l'Union européenne. Parce que ce qu'on a trop tendance à oublier, c'est que la France est le deuxième contributeur net au budget de l'Union européenne. Deuxièmement, peut-être on peut rentrer dans les points que vous mentionnez. Deuxièmement, sur la priorité nationale. Moi, je dis quoi? Je pense que l'Union européenne, aujourd'hui, s'est bâti sur un dogme, celui du libre-échange total effréné qui a entraîné la concurrence déloyale à l'extérieur, à l'égard des grandes puissances, mais aussi à l'intérieur. Moi, je souhaite que les entreprises qui produisent sur le sol français, qui produisent sur le sol européen, avec de l'emploi français et de l'emploi européen, puissent avoir une priorité dans la commande publique. Vous dites que c'est contraire au traité. Ça n'est pas contraire au traité. Ça se fait déjà. C'est l'article 346 du TFUE qui prévoit notamment sur les sujets de défense, ça existe déjà sur les sujets de défense. Mais vous citez souvent l'exemple des cantines scolaires. Mais je souhaite que dans les cantines, exactement, oui, j'accepte le fonctionnement de l'Union européenne, j'accepte la coopération européenne, à condition que la France défende ses intérêts et qu'on puisse changer les règles. C'est pas une forme de Frexit caché, au fond, de dire, point par point, on défend des mesures qui ne sont pas conformes au droit européen. Si on déroge au droit européen, il n'y a plus de droit européen. Il faut changer les règles. Je vous donne un exemple très simple. Il faut l'unanimité. Attendez, il faut se mettre d'accord avec les autres pays. Oui, mais lorsque Mme Hayé et M. Macron adoptent le rapport Verhofstadt à l'automne dernier, prévoient l'élargissement à 37 États, prévoit l'Europe fédérale, c'est-à-dire la dilution de la France dans une Union européenne fédérale où la présidente de la Commission européenne serait quasiment la présidente des États-Unis d'Europe. Lorsqu'il prévoit la suppression du droit de veto, il ne porte pas l'ambition de changer les règles, de changer les traités. Moi, je suis favorable à une coopération européenne. Je veux bâtir l'Europe du XXIe siècle, mais je veux la bâtir sur des principes très clairs. On passe du libre-échange au juste échange. On fait du patriotisme économique, comme font toutes les grandes puissances qui marchent dans la mondialisation. Et on passe d'une Europe sans frontières à une Europe qui protège ses frontières et qui nous protège du défi migratoire. Donc, effectivement, je souhaite, pardonnez-moi, pour vous répondre, changer un certain nombre de règles. Et peut-être lorsque vous dites on souhaite baisser la contribution française au budget de l'Union européenne, aujourd'hui, la contribution française à l'Union européenne a explosé. Il n'y a pas de raison qu'on demande aux Français de faire des efforts et qu'on ne demande pas à l'Union européenne qui finance le réseau d'eau à Gaza, alors que nous avons des millions de nos concitoyens et des milliers de Français dans nos territoires d'outre-mer, à Mayotte ou aux Antilles, qui n'ont pas accès à l'eau potable, de ne pas pouvoir bénéficier de cet argent et de cette aide publique qui est le fruit du travail de tous les Français. Et dont les règles sont régies par, encore une fois, les traités et le droit européen. Sur l'Ukraine, Jordan Bardella, est-ce que vous redites ici sur ce plateau que pour que toute négociation soit possible, il faut que Vladimir Poutine retire ses troupes d'Ukraine? Oui, il faut faire entendre à Vladimir Poutine qu'il n'a rien à gagner en Ukraine. Et moi, je me suis toujours tenu à une position d'équilibre dans ce conflit, qui est celui à la fois d'un soutien clair et affirmé à l'Ukraine, et éviter évidemment une tentative d'escalade avec une puissance qui est une puissance nucléaire. Et en cela, moi, je rejette totalement la position du président de la République anxiogène d'envoyer des troupes ou de partager notre arme nucléaire avec nos partenaires européens. Donc vous dites bien, le préalable, c'est il faut que Vladimir Poutine retire ses troupes d'Ukraine. Alors pourquoi est-ce que Marine Le Pen, je vous attendais. Le 12 mars à la tribune de l'Assemblée disait la chose suivante, ouvrez les guillemets, stratégiquement et politiquement, il est illusoire de croire que la Russie va retirer ses troupes dans ce qui serait alors pour elle une défaite cinglante. Ça serait évidemment une défaite pour la Russie. Mais c'est incontestable. Marine Le Pen ne dit pas qu'il faut que les troupes russes se retirent du territoire ukrainien. Elle dit qu'un retrait des troupes russes serait évidemment une défaite. C'est la fin de la phrase que vous avez citée pour Vladimir Poutine, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, il est illusoire. Donc ça veut dire que ce que vous défendez est illusoire? Non, c'est pas du tout illusoire. Je pense que c'est la condition préalable à toute négociation de paix. Si demain, nous voulons rétablir les conditions de la paix entre l'Ukraine et la Russie, et je pense que c'est la finalité de toutes les tentatives diplomatiques qui sont impulsées dans tous les États européens, c'est évidemment un retrait des troupes russes. Et je pense par ailleurs que l'Ukraine doit pouvoir bénéficier du matériel nécessaire pour tenir le front. J'ai cru comprendre que si vous arriviez au pouvoir, vous seriez à Matignon et que Marine Le Pen serait présidente. Vous avez donc une potentielle présidente qui dit il serait illusoire de penser que Vladimir Poutine va retirer ses troupes d'Ukraine, et vous dites le préalable aux moindres négociations, c'est que ces troupes soient retirées. Oui, il va falloir vous mettre d'accord. Mais quelle est la contradiction? La contradiction, c'est que Marine Le Pen n'y croit pas et vous dites c'est un préalable. Oui. Non mais on peut, si vous voulez, avoir un jugement. La question c'est pas j'y crois ou j'y crois pas. Je fais pas de la morale. C'est un état de fait. Pas de la morale. C'est l'état d'une négociation. Attendez. Si vous essayez de trouver je ne sais pas ce que vous essayez de pointer, un espèce de désaccord entre Marine et moi. Le fait que vos positions ont parfois varié sur la question ukrainienne. Vladimir Poutine a agressé l'Ukraine. Nous avons condamné, sans la moindre ambiguïté, l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et depuis le début de ce conflit, nous disons aujourd'hui que la Russie apparaît comme une menace multidimensionnelle, que nous devons nous prémunir de tout risque d'escalade avec la Russie parce que la Russie est une puissance nucléaire. Et moi, je viens de dire, la question c'est est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? Ça, c'est un jugement moral. Mais si demain on veut négocier la paix, il faut évidemment que la Russie retire une partie de ses troupes. La question c'est est-ce qu'on y croit? Non mais
Marine Le Pen dit aujourd'hui c'est illusoire. Et moi je dis demain si on veut négocier la paix, la condition c'est évidemment qu'on pose sur la table la demande de retrait des troupes russes. Donc je vois pas la difficulté. Avant de vous poser quelques questions politiques rapidement, sur votre liste, le 9e est Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. J'aurais pu préparer l'interview avant, en fait, et cocher les. Si j'avais mis un bingo là en cochant toutes les cases. Ah, vous êtes parfaitement prévisible. Je vais vous dire, l'honnêteté m'oblige à vous dire qu'en ayant écouté pas mal de vos interviews, vous l'êtes aussi parfois. Donc un partout balle au centre. On est fait pour s'entendre alors. Thierry Mariani, 9e sur votre liste, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Oui. Est-ce que ça pourrait faire un bon ministre des Affaires étrangères si vous arrivez au pouvoir ? Le ministre des Affaires étrangères devra, dans un gouvernement du Rassemblement national, épouser la position du couple exécutif. Par conséquent, ma position et ma sensibilité sur ce dossier n'est pas la sensibilité de Thierry Mariani. Vous le savez pertinemment. Donc ça veut dire que vous mettez sur votre liste en position éligible quelqu'un qui va donc siéger au Parlement européen, voter, quelqu'un dont vous savez à l'avance qu'il ne pourrait pas faire partie d'un gouvernement du Rassemblement national. Pas aux affaires étrangères. Enfin, vous savez, un mouvement politique, c'est pas une secte. Non, mais enfin là, et moi, j'ai assumé. Quand vous dites sensibilité, moi je trouve le mot intéressant. Ouais, mais il ne s'agit pas d'un détail. C'est la position vis-à-vis sans doute de la plus grande crise diplomatique militaire depuis plusieurs dizaines d'années. Vous savez, Thierry Mariani a été ministre de Nicolas Sarkozy. Et il a sur ce conflit et sur ce territoire la position du président Sarkozy et du président dont il a été ministre. Et si vous voulez, moi j'assume avec parfois, ça présente aussi peut-être des désavantages. Mais lorsque vous faites, mais lorsque vous faites l'union, non, c'est pas un boulet. Lorsque vous faites l'union, c'est un atout alors. Je peux vous répondre ? Oui. Merci. Lorsque vous faites l'union, lorsque vous faites le rassemblement, lorsque vous ouvrez votre liste à des gens qui viennent d'autres mouvements politiques, il faut aussi accepter que des gens n'aient pas 100% le même avis que vous. Mais moi, je porte l'ambition de rassembler avec mon mouvement politique 50% des Français. 50% plus une voix pour l'emporter. Donc il y a forcément des gens qui ne partagent pas l'intégralité de mes positions. Vous lui demanderez de faire attention à ses votes ? Ou est-ce que, encore une fois, vous direz non, sensibilité, il vote ce qu'il veut sur l'Ukraine, la Russie, les sanctions. Moi, écoutez, vous connaissez ma position sur ce conflit. Et jusqu'aux dernières nouvelles, c'est dans un mouvement politique, le président et au sein de notre mouvement aussi la présidente de groupe à l'Assemblée, Marine Le Pen, qui fixons la ligne politique. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir dans un parti, M. Duhamel, 100% des gens qui pensent la même chose. J'imagine que dans la rédaction de BFM TV, il n'y a pas 100% des gens qui sont macronistes. Et il ne vous a pas empêché. Il doit y en a peut-être voir bien un ou deux qui votent pour nous. Il ne vous a pas échappé, Jordan Bardella, 1, que nous ne sommes pas macronistes, et 2, que nous ne sommes pas candidats aux élections européennes. Non, enfin, en tout cas, peut-être que certains journalistes, dans les années qui viennent, le seront. En l'état, je crois que nous ne sommes pas candidats. Non, vous avez le bénéfice. Non, mais vous avez le bénéfice du doute. En tout cas, ce qui est sûr, enfin, ce que tout le monde aura compris, c'est qu'à mon avis, et vous êtes certainement pas bardéliste, mais ça, c'est un autre. Non, mais je vois en tout cas cette tendance parfois, mais qui est d'ailleurs commune à Manon Aubry, quand on pose des questions qui ne plaisent pas tout à fait, on part sur des sortes de procès d'intention. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais voilà. Une toute dernière question, Jordan Bardella. Au lendemain du 9 juin, si vous faites plus de 30%, certains vous imaginent avoir des ambitions présidentielles. Est-ce que votre tête va tourner ? Est-ce que vous allez prendre la grosse tête ? Je pense que si j'avais dû prendre la grosse tête, je l'aurais déjà prise, sauf votre respect. Et je ne me bats pas pour moi. Voilà, je sais que ça peut surprendre quand on fait de la politique, mais je ne suis pas rentré en politique par ambition personnelle. Quand vous rentrez en politique à 16 ans et que vous vous engagez dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis pour faire de la politique, c'est pas par ambition personnelle. Moi, je me suis engagé avec un sentiment d'urgence et ce sentiment d'urgence ne m'a jamais quitté. Je souhaite que les idées que nous représentons aujourd'hui avec Marine Le Pen arrivent au pouvoir. Donc non, je n'ai pas pris la grosse tête, je suis le même, je resterai le même et je serai très prudent à ce que le combat que nous menons puisse trouver une issue favorable. Voilà. Une question rituelle pour celui qui va vous succéder en direct, en l'espèce. Léon Desfontaines, la tête de liste communiste. Une qualité et un défaut. Je rappelle qu'à l'occasion d'un débat précédent, vous l'avez appelé Monsieur Staline. Bon, ça donne le ton. Hein. Donc une qualité et un défaut pour Léon Desfontaines. Bon, je trouve qu'il fait une bonne campagne. Donc ça, c'est pour la qualité. Pour le défaut la qualité, je dirais, on a le même âge. Et je pense qu'on a un défi commun, c'est celui de réconcilier les Français avec la politique. Et en cela, évidemment, de voir des jeunes profils émerger dans tous les mouvements politiques, je pense que tout le monde devrait s'en réjouir. Et un défaut, mais je pense qu'il connaît déjà ma réponse, c'est qu'on est en 2024 et M. Desfontaines a encore le mauvais goût d'être communiste. Et ça vous pose problème? Non, mais c'est étrange. Merci beaucoup, Jordan Bardella, d'avoir participé à ce BFM Politique spécial élection européenne. Et tout de suite, c'est donc le candidat communiste Léon Desfontaines.
Bonjour Léon de Fontaine. Bonjour. Tête de liste du Parti communiste, dans notre sondage du jour, vous êtes à 3%, un point au-dessus du Parti animaliste, sous la barre des 5% qui pourrait donc vous permettre d'avoir des élus au Parlement européen. Votre candidature, c'est quoi? C'est du folklore? C'est une candidature de témoignage? Non, c'est une candidature qui permet de remettre la gauche autour finalement des sujets fondamentaux, celle de la défense du travail et des travailleurs. Et d'ailleurs, ce que j'observe sur ce même sondage que vous venez de citer, c'est que un Français sur 4 qui compte aller voter ne sait pas encore pour qui voter. Et je compte bien faire la différence cette semaine-là et dire que le vote pour la gauche unie pour le monde du travail, de la liste que j'ai l'honneur de mener, c'est d'abord un vote de conviction, permettre de refaire de la question sociale, de la défense du pouvoir d'achat, la priorité de la gauche. Mais c'est aussi un vote efficace parce que nous permettre de dépasser les 5%, c'est permettre d'ajouter 5 élus en plus pour la gauche et 5 élus en moins pour la droite et l'extrême droite. Léon Desfontaines, je voudrais qu'on parle pour commencer d'immigration. Je vais vous lire la phrase suivante. Ouvrez les guillemets. En raison de la présence en France de près de 4,5 millions de travailleurs immigrés et de membres de leur famille, la poursuite de l'immigration pose aujourd'hui de graves problèmes. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Est-ce que vous savez qui a dit cette phrase et est-ce que vous la partagez? Oui, Georges Marchais. 6 janvier 1981. Dans les années 80. Absolument, 6 janvier 1981, ancien secrétaire général du Parti communiste, lointain prédécesseur de votre mentor, l'actuel patron du PC, Fabien Roussel. Vous êtes d'accord avec cette phrase de Georges Marchais? Non, je ne la partage pas, mais ce qu'il dit par contre et le constat qu'il fait, je le partage, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a une mise en concurrence les travailleurs en situation régulière et ceux en situation irrégulière. Et d'ailleurs, c'est pour cela que lors du débat sur la loi immigration en fin d'année dernière, nous avions porté l'ambition de réguler l'ensemble des travailleurs sans papier pour éviter justement qu'on ait une main-d'œuvre à bas coût parallèlement à une main-d'œuvre en situation régulière. Et pour sortir de cette mise en concurrence, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la régularisation des travailleurs sans papier. Et c'est l'ambition que nous portons aujourd'hui, que l'Assemblée nationale et celle qu'on continue de porter durant cette européenne. Et d'ailleurs, vous étiez sur le plateau juste avant, Jordan Bardella, et j'ai eu un débat avec lui très récemment où il disait qu'il était contre la régularisation et qui voulait mettre en place moins d'immigration, voire plus d'immigration du tout en France. La réalité, c'est que il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il fait, il y a ce qu'il faut. Et notamment, je pense, de FNAS, du Rassemblement national, une main-d'œuvre immigrée, une main-d'œuvre étrangère dans son exploitation agricole pour la payer au lance-pierre. Et donc la réalité, c'est que si l'extrême droite, elle ne veut pas régulariser les travailleurs sans papier, c'est parce qu'elle veut une main-d'œuvre pas chère pour pouvoir l'exploiter davantage. Moi, je dis, il faut sortir de cette mise en concurrence déloyale. Donc celles et ceux qui produisent des richesses, qui font aujourd'hui sécurité sociale, qui cotisent, etc., eh bien, ils doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que les autres. Et donc, bien évidemment, je suis favorable à la régularisation des travailleurs sans papier. Régularisation des travailleurs sans papier, on vous entend, Léon Desfontaines, mais simplement, ce qui était aussi frappant dans cette phrase de Georges Marchais, et d'ailleurs dans l'histoire du Parti communiste, c'est le fait d'assumer, de vouloir à minima réguler l'immigration, de dire certains n'ont pas vocation à être sur le territoire. Ça, c'est un pan du discours qui est tabou à gauche, ou est-ce que vous pouvez l'assumer? Ah, moi je l'assume. Je ne sais pas s'il est tabou à gauche, il faudra que vous questionnez peut-être les autres candidats. Moi ce que je dis sur l'immigration, c'est que finalement aujourd'hui on a deux mensonges qui se confrontent. Il y a d'un côté celles et ceux qui nous disent zéro immigration, c'est notamment l'élection de Giorgia Meloni, l'extrême droite en Italie, qui a été élue sur un programme en disant on va mettre en place un blocus maritime, plus aucun migrant n'arrivera sur les terres italiennes ou à Lampedusa, et résultat des courses, elle en vient à régulariser presque 450 000 étrangers parce qu'en fait l'immigration c'est un phénomène social. Et puis l'autre mensonge, c'est celles et ceux qui nous disent finalement qu'un État, qu'il y a no border, qu'il pourrait ne pas y avoir de frontières, sauf preuve du contraire, un État ça a toujours eu des frontières pour les personnes certes, mais aussi pour les capitaux et les marchandises. Et ça par contre la droite et l'extrême droite ont trop tendance à l'oublier. Je suis ici à Marseille, ville ouverte sur la Méditerranée, ville portuaire. Comment se fait-il aujourd'hui marchandises qu'on importe de l'autre bout de la planète, des fois de l'autre côté de la Méditerranée, seul 1% des conteneurs soient contrôlés, et derrière ça vient favoriser les trafics en tout genre. Donc nous on est pour recréer un véritable service public des douanes, et donc nous ne sommes pas opposés aux frontières. Nous disons qu'on peut plus accueillir, mais surtout qu'on doit mieux accueillir les personnes qui fuient la guerre et celles qui peuvent fuir la misère. Mais bien évidemment ça implique par contre derrière qu'il y ait une régulation. Léon Desfontaines, vous refusez ce qu'on finit par accepter les États-Unis, l'Allemagne, la France, le fait que des armes européennes, occidentales, puissent être utilisées par les Ukrainiens pour atteindre des bases militaires sur le territoire russe. Ça veut dire que vous laissez Vladimir Poutine frapper l'Ukraine sans répliquer, que vous êtes prêt à laisser la ville de Kharkiv tomber ? Non, et j'ai toujours été clair, moi, depuis l'invasion
de l'Ukraine par la Russie en disant que, et je me réfère souvent à une phrase de Nelson Mandela qui disait que c'est l'oppresseur qui détermine les armes de l'oppressé. Il y a un agresseur, c'est la Russie, il y a un agressé, c'est l'Ukraine, et donc c'est à l'Ukraine de nous dire ce dont elle a besoin pour se défendre. Et donc moi j'ai été favorable à la livraison d'armes pour permettre aux Ukrainiens de se défendre, avec une ligne rouge en revanche, c'est celle de ne pas devenir co-belligérant, et c'est celle de ne pas permettre justement à ce que des civils russes potentiellement puissent être touchés par des missiles ou des dommages collatéraux. Et donc oui aux livraisons d'armes, par contre une ligne rouge, pas d'envoi de troupes et pas d'envoi d'armes qui pourraient toucher le territoire russe, qui pourraient avoir des conséquences néfastes, désastreuses, y compris pour les civils russes. Oui, mais pardon Léon Desfontaines, mais là, ce dont il est question, ce n'est pas de tuer des civils russes, c'est d'autoriser les Ukrainiens à frapper les bases en Russie, d'où sont tirés des missiles qui, pour le coup, tuent des civils ukrainiens. Ça, vous dites non, on ne les autorise pas, alors même que c'est ce que demande l'armée ukrainienne. Moi, je dis la priorité aujourd'hui, donc j'y suis opposé, je réponds à votre question, et je pense que la priorité, c'est de permettre aux Ukrainiens de mener des contre-offensives sur le territoire, de faire reculer l'armée russe sur l'avancée qu'ils ont aujourd'hui en Ukraine, et donc il faut livrer des armes pour leur permettre d'affronter la Russie et de les faire reculer. Pourquoi ? Pour que l'Ukraine, justement, soit en position de force, pour ensuite permettre de négocier en rapport de force, et notamment exiger le retrait des troupes russes des territoires occupés depuis l'invasion de l'Ukraine depuis plus de 2 ans désormais. Et donc pour cela, il faut leur livrer des armes, mais non pas pour bombarder la Russie, pour permettre de faire reculer l'armée russe qui a avancé sur le territoire ukrainien. Sur l'écologie, Léon Desfontaines, vous êtes un ardent défenseur du nucléaire. Vous considérez que la fin de la vente de voitures thermiques neuves en 2035 est irréaliste. Pour un jeune candidat, je rappelle que vous avez 28 ans, pas très loin donc de ce qu'on appelle la génération climat. Tout à fait. C'est pas très audacieux comme programme. Vous préférez le barbecue, comme votre mentor Fabien Roussel, à la question de l'écologie ? Au contraire, je fais partie de cette génération climat et en effet, l'écologie est une des priorités de cette campagne électorale et en effet, vous l'avez mis en avant, on porte une voix assez singulière sur le sujet, sur la scène politique nationale. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit retrouver une écologie populaire et une écologie rationnelle, celle qui remet le discours scientifique au cœur de son projet. Et aujourd'hui, si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, ça veut dire diminuer considérablement nos émissions de gaz à effet de serre pour permettre de répondre à l'impératif environnemental, on a 2 possibilités qui se dressent devant nous. La première, c'est celle du 100% renouvelable. On n'investit que dans les énergies renouvelables et on sort du nucléaire, mais ça veut dire qu'on accepte que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent, pas suffisamment de soleil, nos trains ne roulent plus, nos services publics ne fonctionnent plus et qu'on n'est pas capable de réouvrir de nouvelles usines. Ou alors, on soutient, et c'est notre cas, un mix énergétique nucléaire renouvelable. Moi, je pense qu'il faut construire de nouveaux réacteurs nucléaires, que l'Union européenne d'ailleurs doit prendre sa part dans le financement de nouveaux réacteurs nucléaires. Pourquoi ? Parce que je pense que si on veut répondre à l'impératif environnemental, il va falloir produire davantage, produire notamment des services publics de proximité, permettre de développer le fret ferroviaire et notamment pour remplacer des camions par des trains. Ça veut dire engager des infrastructures, des moyens pour les infrastructures ferroviaires telles que le Lyon-Turin que nous soutenons ou le rattachement des ports et docks français au corridor ferroviaire pour que les porte-conteneurs, on puisse directement les mettre sur des trains et pas sur des camions comme c'est le cas actuellement. Si on veut réindustrialiser le pays, on aura besoin de produire plus d'énergie. Réindustrialiser le pays, ça permet de rapprocher la production de la consommation, mais pour ça on aura besoin de produire plus d'énergie. Il faut que celle-ci soit décarbonée. Pour ça que nous soutenons le nucléaire et le renouvelable, qui est finalement la seule issue possible si on ne veut pas faire peser la responsabilité de la transition environnementale sur les travailleurs de ce pays. Au lendemain du 9 juin, les grandes manœuvres à gauche vont commencer. Quelles leçons est-ce que vous tirez de cette campagne des européennes et notamment quant à ceux avec qui vous voyez travailler en vue de 2027 Par exemple, si on prend Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, est-ce que pour vous, ça fait partie d'un pôle de gauche en vue de 2027 ? J'ai 28 ans et ce que je constate, c'est que finalement, et encore plus dans cette campagne européenne, c'est que la gauche, depuis 15 ans, elle est captive de 2 offres politiques. L'une libérale, celle qui a amené François Hollande au pouvoir et qui a tourné le dos aux travailleurs et qui a continué de mener une politique libérale, une politique de droite. Et l'autre outrancière, celle qui est notamment incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Et je dis, ces 2 offres politiques ont vocation, ne permettront pas de prendre le pouvoir. En tout cas, ne permettront pas d'améliorer le quotidien des travailleurs ou d'arriver au pouvoir. Et donc moi, je souhaite, à 28 ans, écrire une nouvelle page pour la gauche. Une gauche authentique, une gauche populaire, avec l'ensemble des forces de gauche qui se retrouvent dans le discours politique que nous portons. Donc sans Jean-Luc Mélenchon de se et sans rassembler Raphaël sur Glucksmann. une seule thématique, la question sociale. Tout à fait, mais je pense que des militants, moi je tends la main aux militants socialistes, aux militants insoumis, aux militants de gauche, qui se retrouvent dans la nécessité de se rassembler sur la question sociale. Rassemblons-nous sur la question sociale. Je pense que c'est l'ambition qu'on devrait toutes et tous porter. C'est celle que je porte. Moi j'ai 28 ans, je ne me résigne pas à ce que la gauche perde continuellement les élections, mais pour ça il faut qu'on se rassemble. Et donc c'est l'ambition que nous portons dans cette campagne et que nous porterons au lendemain de l'élection européenne. Léon Desfontaines, question rituelle. Une qualité et un défaut pour
qualifier la tête de liste écologiste Marie Toussaint qui va vous succéder dans un instant? La qualité, c'est qu'elle est courageuse et combative. Le défaut, c'est qu'elle est antinucléaire. Voilà. Bon, ça a le mérite. C'est pas Tout à fait, extrêmement ça fait deux, surprenant. mais le défaut antinucléaire. C'est pas extrêmement surprenant, mais merci d'être avec nous dans ce BFM Merci de Politique cette émission. spécial. C'est peu de dire que vous êtes en difficulté dans cette campagne des Européennes, relégué dans les sondages loin derrière le candidat socialiste Raphaël Glucksmann, mais aussi derrière Manon Aubry, candidate de la France Insoumise. Il y a 5 ans, Yannick Jadot, celui qui était tête de liste pour les écologistes, faisait 13%. Aujourd'hui, la cause écologique fait consensus ou presque. C'est quoi? C'est un problème de candidate? Non, ce n'est pas un problème de candidate. C'est d'ailleurs, je rappelle que Yannick Jadot avait créé la surprise il y a 5 ans. Et donc, j'en appelle à toutes celles et tous ceux qui nous regardent de se mobiliser. L'enjeu du 9 juin, c'est vraiment la capacité de l'Europe à continuer à agir pour le climat. Parce qu'on est dans l'heure de la grande régression environnementale. Tout le monde mène la guerre à l'écologie, en particulier l'extrême droite qui a fait de l'écologie et des écologistes son pire ennemi. Donc on a besoin de se remobiliser, on a besoin de créer la surprise à nouveau dimanche prochain. Et alors, vous pariez sur le fait de créer la surprise, mais on peut quand même commencer à tirer un premier bilan. Qu'est-ce qui ne marche pas dans cette campagne? Est-ce que c'est parce que vous avez un discours qui n'a pas réussi à parler à tous les publics? Est-ce que c'est seulement de la faute des autres? C'est-à-dire ce que j'ai lu parfois dans vos prises de parole de dire qu'au fond, il y a une sorte de grand retour de bâton anti-écologie. Quelle part de responsabilité vous prenez dans les sondages qui, aujourd'hui, même si vous avez raison, ça ne préjuge pas du score d'une semaine, ne sont pas bons? Mais je ne dis pas que je suis parfaite et je ne dis même pas que les écologistes sont parfaits. Mais vous voyez bien, monsieur Duhamel, qu'on n'est pas dans les mêmes conditions qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y avait des mobilisations climat qui réunissaient des millions de personnes à travers le monde. On avait des avancées climatiques portées, y compris par les grands pollueurs. BlackRock, Total, avaient pris des engagements pour le climat. Et aujourd'hui, on est dans des circonstances totalement différentes. Donc, je veux bien vous laisser dire que nous ne sommes pas parfaits. Je prends ma part de responsabilité. Mais la réalité, c'est qu'on est effectivement dans une ère de grand recul. Et vous ne pouvez pas nier le fait que, face à la mobilisation des agriculteurs, face à la mobilisation des agriculteurs qui dénoncent quoi? Un modèle économique qui ne leur permet pas de vivre dignement. Eh bien, la réponse du gouvernement comme de la majorité politique en Europe, ce n'est pas de permettre à ces agriculteurs de vivre dignement de leur travail, mais c'est de laisser tomber toutes les ambitions environnementales à l'heure de l'accélération du dérèglement climatique. Juste, Marie Toussaint, je parlais de Raphaël Glucksmann. Est-ce que c'est pas lui, au fond, aujourd'hui, le vote écolo? Le vote écolo? Quand on voit le niveau où il est dans les sondages... Mais vous savez, Raphaël Glucksmann, alors c'est Raphaël Glucksmann, je l'ai dit, c'est le produit sympa qu'on met en tête de vitrine. Mais regardez sur sa liste. Sur sa liste, on a des gens qui défendent l'A69. C'est une autoroute qui est décriée par des milliers de scientifiques pour son impact sur le climat, sur la biodiversité, sur la justice sociale. Vous trouverez aussi un défenseur d'une piste de ski en plastique dans une aire naturelle protégée magnifique de Méditerranée. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'écologie sans écologiste. Et je crois qu'au fond, celles et ceux qui nous regardent le savent. Si vous voulez de la cohérence, de la clarté, de la constance, c'est avec les écologistes et nous avons besoin de vous. Marie Toussaint, rentrons dans le détail de vos déclarations et de vos propositions. Une de vos déclarations pendant cette campagne a suscité la polémique. C'était chez nos confrères de C'est à vous sur France 5. Le 13 mai, vous disiez, ouvrez les guillemets, on compte jusqu'à 19 clusters de cancer pédiatrique en France liés à ces produits toxiques qui sont partout. Produits toxiques, vous évoquiez le glyphosate, ce qu'on appelle les polluants éternels, les PFAS. Le journal Libération, nos confrères de Libération, ont vérifié de façon extrêmement minutieuse vos propos en interrogeant Santé publique France, des spécialistes des cancers pédiatriques. Conclusion d'une de ces expertes, à ce jour, aucun excès de cas de cancer pédiatrique n'a été relié à une cause environnementale particulière. Vous qui dites sans cesse vouloir vous appuyer sur la science, Marie Toussaint, ça c'est quand même problématique sur un sujet aussi grave d'être à minima imprécise, sinon carrément de proférer une contre-vérité. Alors, monsieur Duhamel, je vous remercie d'abord de me poser cette question parce que c'est une question centrale. Je veux, et les écologistes veulent, faire de la santé la boussole des politiques publiques européennes. On a encore eu une étude qui est sortie cette semaine qui fait le lien entre l'épandage de pesticides et l'explosion des maladies de Parkinson. C'est une réalité. Vous l'avez dit, il y a 19, même Santé publique France a ouvert 20 dossiers de clusters pédiatriques. Ce que j'ai dit sur cet avis, vous dites que c'est des clusters pédiatriques. Santé publique France ouvre des enquêtes quand il y a alors, elle en a ouvert un certain... Alors, oui, et là, les experts... Parlons de Santé publique France. Non, mais attendez, juste la question, elle est extrêmement précise. Vous avez tous les spécialistes des cancers pédiatriques, du lien qu'il peut y avoir entre ces maladies et les produits sanitaires, disent on ne peut pas tracer un lien. Et vous arrivez à la télévision et vous dites, à cause de ces produits-là, il y a 19 clusters de santé pédiatrique, 19 clusters de cancer pédiatrique. Alors, est-ce qu'il y a une forme de mea culpa à faire sur le fait d'être allé trop vite, d'avoir dit ce genre de choses? Mais non.
monsieur Duhamel. Donc vous maintenez en dépit de tout Mais je vais vous ce que disent expliquer, les parce que experts. ce que vous avez repris de mes propos n'est pas exactement ce que j'ai prononcé. J'ai dit, on a aujourd'hui des maladies qui explosent, le diabète, l'obésité, des maladies chroniques, des perturbations du système endocrinien, des cancers. Non, vous savez, l'Agence européenne Marie pour Toussaint, l'environnement... je vous cite au mot près dans cette émission. Sur Vous France avez 5. pris la fin de ma phrase. Je citais toutes ces maladies avant de citer et les alertes sur les clusters pédiatriques. Maintenant, faisons un point. C'était pas les alertes. Faisons un C'était point, des clusters de une cancer seconde. pédiatrique liés Santé à publique ces produits France toxiques. a ouvert jusqu'à 20 dossiers, un de plus que ceux dont j'étais informée, 20 dossiers pour aller regarder ce qui se passe. Dans un certain nombre de cas, ils ont dit, mais en fait, il n'y a pas de surcas, d'excès de cancer. Et donc, les dossiers ont été fermés. Il y a un certain nombre d'autres cas dans lesquels on a constaté ce qu'on appelle un excès de cas, tout cancer ou leucémie. Il n'y a pas eu, dans le cadre des recherches de Santé publique France, une cause qui a été déterminée comme étant responsable. Aucun excès de cas de cancer pédiatrique n'a été relié à une cause environnementale particulière. Une cause, monsieur Duhamel. Et c'est ça le sujet. Et c'est ça le sujet. Moi, ce que je demande, c'est qu'en connaissance des effets cocktail, c'est-à-dire de la superposition des causes, parce que ce n'est pas un pesticide, ce n'est pas un polluant, c'est l'ensemble. Et bien que nous avons besoin de mener des études sanitaires mais mener des études, oui, mais déclarer, comme vous avez pu le faire, qu'il y avait un lien entre ces produits sanitaires et des cancers pédiatriques. Mais il y a un lien, en règle générale, entre l'utilisation des produits sanitaires et des maladies. Vous savez, il y a une expertise sanitaire de l'INSERM, une expertise collective. C'est le plus haut niveau des expertises sanitaires en France. Par l'INSERM, c'est quand même incontournable. Donc, pas de mea culpa sur ce sujet. Qui dit il y a une présomption forte entre l'exposition des mamans pendant leur grossesse aux pesticides et les cas de leucémie. Il se trouve qu'on a des endroits où on a un excès de cas de cancer. Eh bien, moi, ce que je demande, monsieur Duhamel, c'est qu'on recherche. Donc, pas de regret sur cette phrase définitive. Je veux que l'on recherche quelles sont les raisons pour lesquelles les Françaises, les Français tombent malades. Oui, je l'assume et je continuerai à le porter. Marie Toussaint, je voudrais qu'on parle d'immigration. Vous êtes opposée au pacte asile-migration au Parlement européen. J'ai lu attentivement votre programme. Je n'ai pas vu grand-chose sur la question migratoire, il faut dire, et en particulier rien sur la lutte contre l'immigration illégale. Il y a cette mesure qui apparaît noir sur blanc, accueillir dignement les personnes en migration. Est-ce que ça veut dire que dans votre idée, il n'y a plus de frontières, que même un étranger migrant qui vient d'un pays sûr et qui s'installe en France a vocation à rester sans qu'on puisse envisager la possibilité de le renvoyer dans son pays? Mais absolument pas, monsieur Duhamel. Mais absolument pas. On ne dit pas qu'on ne veut plus de frontières. C'est quand même particulier que de dire ça. Qu'est-ce qu'on dit? Je pose la question. On dit qu'on a aujourd'hui des milliers de morts dans la Méditerranée, dans la Manche, à la frontière franco-italienne, et que cela est inacceptable. Et inacceptable a fortiori quand l'Europe s'est construite sur le refus de traitement dégradant infligé à d'autres êtres humains, sur la défense de la dignité humaine, et que oui, l'Europe se grandirait à ne pas laisser ces milliers de personnes périr à nos frontières. Là, on parle effectivement des bateaux en Méditerranée, de ceux qui tentent la traversée au péril de leur vie, effectivement. Mais un point très précis, et je posais d'ailleurs tout à l'heure la question aussi à Manon Aubry. Dans votre idée, un étranger en situation illégale sur le sol européen, a fortiori français, pas travailleur, puisque vous allez me répondre que s'il est travailleur, il faut le régulariser. Qu'est-ce que vous faites? Vous anticipez mes réponses, bien quoi. Si quelqu'un est en situation illégale sur le territoire, écoutez, monsieur Duhamel, moi, je veux bien qu'on nous pose les questions tout le temps de cette manière-là. Je vais vous poser la question à l'envers. Comment on fait? Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vous qui posez les questions. Donc comment on fait pour que... Je suis d'accord. Ouais. Mais comment on fait pour que les personnes qui aient envie de rester chez elles ne soient pas contraintes à l'exil? C'est ça la question qu'il faut d'abord se poser. Oui, mais je vous pose quand même la question de la lutte contre l'immigration illégale. On a des morts en ce moment même en Inde à cause du dérèglement climatique. On a des excès de l'exécution de ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire français, sur la possibilité d'avoir une lutte contre l'immigration illégale plus forte. Comment est-ce que vous faites pour lutter contre l'immigration illégale? Bien. L'immigration illégale, quand elle est là, eh bien, il y en a certains qui doivent peut-être rentrer chez eux. Mais moi, je vous dis la chose dans le sens inverse. Je vous dis, quand on a des gens qui fuient la misère, la persécution et la guerre, nous devons nous mettre en capacité de les accueillir. C'est la compétence de l'Union européenne, pardon. Et ceux qui sont en situation illégale et qui ne viennent pas d'un pays en guerre, la migration économique n'est pas la compétence de l'Union européenne, c'est le droit d'asile. Et aujourd'hui, le droit d'asile est bafoué parce que nous ne mettons pas l'Europe en capacité d'accueillir les demandes d'asile, de mettre en place des voies sûres et légales. Vous savez, cette semaine, j'étais avec des femmes afghanes.
Des femmes afghanes qui nous disent mais vous nous avez laissé tomber face aux talibans. Aujourd'hui, nous avons envie de rentrer chez nous. Sauf que vous soutenez, oui, mais elles sont encore des centaines à être bloquées au Pakistan et en Iran, à attendre de pouvoir rentrer sur le territoire de l'Union européenne, demander l'asile. Et moi, contrairement à M. Bardella, contrairement à l'extrême droite, eh ben, je considère que oui, l'Union européenne doit accueillir ces femmes qui fuient un apartheid de genre. Marie Toussaint, vous souhaitez une diplomatie, une défense commune à l'échelle européenne dans le cadre d'un modèle fédéral. Vous l'assumez, d'ailleurs, vous êtes une des rares à l'assumer. Est-ce que ça veut dire que vous voulez partager la défense avec l'Italie de Giorgia Meloni, la Hongrie de Viktor Orban? Comment est-ce que ça peut marcher quand on voit les différences existentielles qu'il y a entre les idées que vous portez et ces deux exemples-là que je viens de citer? Justement, je pense que face à ces régimes nationalistes, il faut que les fédéralistes relèvent la tête. Il faut que nous reprenions en main notre destin. Oui, mais concrètement, on a besoin... la question se pose. Si vous dites on met en commun la diplomatie et la défense, à 27, quand on voit les divergences qui existent... Mais en tout cas, on doit construire cette diplomatie et cette défense commune. Quand on voit la Russie de Vladimir Poutine, mais aussi la Chine quelque part, et peut-être demain les États-Unis de Donald Trump, on a besoin de cette Europe de la diplomatie, de la défense, qui aujourd'hui nous fait cruellement défaut. Regardez tout ce que l'Europe pouvait faire. Si par exemple elle savait parler d'une seule voix pour demander la paix entre Israël et la Palestine, eh bien nous pourrions faire des pas de géants. Et donc oui, nous avons besoin d'avancer et plus d'intégration. Ça veut dire aussi passer à la majorité qualifiée. Nous l'assumons et nous pensons que le combat politique pour aller vers une Europe du progrès, une Europe de la paix, une Europe de la défense des droits humains, des droits des femmes, des droits des personnes LGBT et évidemment une Europe de l'écologie, eh bien elle doit se poursuivre et elle passe par le fédéralisme. Marie Toussaint, pour terminer la question rituelle, bon, il y a un peu moins de suspense maintenant que ça fait 1h15 que l'on fait cette émission, mais quand même une qualité et un défaut pour caractériser la personne qui va vous succéder dans un instant. Marion Maréchal, vous aviez d'ailleurs débattu avec Marion Maréchal. Avec vous? Avec moi, encore une fois, je suis désolé, sur un plateau juste à côté. Donc une qualité et un défaut pour qualifier Marion Maréchal tête de liste Reconquête. Écoutez, son défaut, c'est qu'elle a un manque cruel d'humanité, en particulier quand on parle d'immigration. Sa qualité, ce serait que c'est une battante, elle est combative, elle défend ses idées, des idées nauséabondes, ce qui la rend d'autant plus dangereuse. Merci beaucoup, Marie Toussaint, d'avoir participé à ce BFM Politique spécial élection européenne. Et tout de suite donc, Marion Maréchal, candidate Reconquête. Je peux y aller. Merci, Marie Toussaint. Vous pouvez donc quitter ce plateau. Bonjour. Bonjour Marion Maréchal. Je constate et je raconte un petit peu les coulisses, et d'ailleurs vous le voyez, qu'il y a assez peu de candidats qui se serrent la main. C'est une sorte de passage comme ça, comme si c'était sur deux autoroutes parallèles. Alors est-ce que c'est des questions idéologiques? Est-ce que c'est juste que vous ne pouvez plus vous supporter au bout de 3 mois de campagne? Je sais pas. Le compliment de la fin, moyen quoi. À vous de juger. Marion Maréchal, dans notre sondage est là pour la tribune dimanche et BFM TV, la cote d'alerte est atteinte pour votre liste. 5%, c'est-à-dire juste le score qu'il faut réaliser pour obtenir des élus au Parlement européen. Pourquoi ça ne marche pas? Écoutez, il y a des sondages plus optimistes que les vôtres. Oui, c'est sûr qu'on préfère regarder les optimistes. Vous me l'accorderez. En revanche, il y a une chose que vous noterez sur l'intégralité des sondages, c'est que tous nous donnent des élus. Et moi, c'était cet objectif dans cette campagne, puisque... C'est sûr que si on a des ambitions aussi basses... Vous voulez avoir des ambitions à ma place, Monsieur Duhamel, pour Reconquête. Écoutez, avoir des élus, c'est passer la barre des 5% dans une élection proportionnelle à un tour. Et je vous le dis, je prends date avec vous, et on aura l'occasion d'en reparler peut-être. Je suis sûre qu'on en aura bien plus que ce qu'annoncent aujourd'hui les sondages. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il me reste encore quelques jours pour convaincre les indécis, peut-être convaincre ceux qui hésitent avec le Rassemblement national et leur dire qu'il est probablement plus utile d'avoir, plutôt qu'un 31e ou 32e eurodéputé Rassemblement national, eh bien, de tabler sur la présence de Reconquête au Parlement européen, ce qui sera indispensable, y compris pour la présence d'une droite authentique dans la vie politique française dans les années à venir, et puis de convaincre aussi les hésitants avec les Républicains, qui aujourd'hui espèrent peut-être avec les Républicains avoir un parti d'opposition et en réalité vont envoyer au Parlement européen un mouvement qui prévoit d'ores et déjà des accords de gouvernement avec Emmanuel Macron, une candidature commune avec le prochain macroniste en 2027. On voit les déclarations de Gérard Larcher, président du Sénat LR, qui vont en ce sens, Valérie Pécresse, Jean-François Copé. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté en réalité. Donc finalement, dans cette offre, je pense que Reconquête a quelque chose de singulier à apporter. Vous parlez du Rassemblement national. Libération a découvert que votre parti Reconquête avait copié des passages entiers du programme du RN en 202019. En aucun cas. Il parle de 2 lignes en réalité. Il parle de 2 lignes d'un constat et même pas de proposition. Donc excusez-moi, non mais ça n'a rien à voir. 2 lignes de constat. Attendez, juste déjà pour que ce soit clair. Vous êtes très enfant, Benjamin Duhamel, j'ai vu depuis ce matin. Mais c'est juste pour que... Soyez gentil, laissez-moi répondre. Non, mais juste parce que pour ceux qui nous regardent... Je vous laisserai pas dire qu'il y a eu du copier-coller sur les mesures. En aucun cas, vous savez, dans le programme, il y a 92 mesures. Il y en a 4 fois moins dans le programme du Rassemblement national. Donc ne remettez pas en cause cela. Je
je rappelle juste les faits. Ce que dit Libération, c'est qu'il y a sur les institutions et sur les accords de libre-échange, j'ai comparé des phrases qui sont au beau près les mêmes entre... Attendez une seconde, entre votre programme de 2024 et celui du Rassemblement national de 2019. Monsieur Duhamel, vous comprenez que quand on voit ça on se dit que votre valeur ajoutée par rapport au Rassemblement national n'est pas énorme. Si il y a même la possibilité que dans les constats... Parce que vous n'avez pas remarqué ces dernières semaines qu'il y avait des différences. Vous n'avez pas remarqué, par exemple, qu'on était beaucoup plus engagé, par exemple, sur la question de la lutte contre la propagande woke ou LGBT. Vous n'avez pas remarqué qu'on avait un programme économique qui n'avait juste rien à voir dans la réforme de l'État, dans le sérieux budgétaire, dans la lutte contre les gabegies, dans la réforme syndicale, la lutte contre l'assistanat. Tout ça, c'est quand même... Oui, bon, ça compte quand même un petit peu au moment où il y a une dégradation de la note française, qu'on vit dans un enfer fiscal et que la France est surendettée. C'est quand même pas rien, excusez-moi, quand on a un mouvement qui aujourd'hui n'a pas du tout la même position que nous, par exemple sur la Nouvelle-Calédonie, vous nous l'accorderez. Sur les sujets européens, et sur les sujets européens, même là, par exemple... À quoi vous servez, puisque vous dites à 95% la même chose que le RN sur les questions européennes? Je vais vous dire déjà, la grande différence, c'est que contrairement à ce que vous semblez penser, nous avons 92 mesures, donc 4 fois plus que le Rassemblement national. Nous défendons par exemple un blocus naval en Méditerranée. C'est pas une proposition par exemple du Rassemblement national, ça. Donc c'est une différence notable. Et je vais vous dire, excusez-moi, il y a le blocus naval et le refoulement systématique. On a par exemple la volonté de défendre la démographie française et européenne, et pour ce faire, on souhaite par exemple que toutes les politiques familiales puissent être déduites du déficit des États. C'est pas une proposition du Rassemblement national, mais je pourrais vous en citer beaucoup, mais même au-delà, on va dire du fond, ce qui est, je crois, l'une des plus-values de Reconquête, c'est aussi, au-delà de la volonté d'agir, la capacité d'agir. Permettez-moi de dire quand même qu'aujourd'hui, nous faisons partie d'un groupe, le groupe des conservateurs, dont tout indique dans les sondages qu'il est le groupe qui peut battre le groupe d'Emmanuel Macron au Parlement européen, devenir la force centrale à droite demain au Parlement européen, ce que le Rassemblement national n'est pas en capacité de faire parce qu'ils font partie depuis longtemps déjà d'un groupe qui est isolé et marginalisé. Sauf que Marine Le Pen a lancé un appel à votre allié Giorgia Meloni en évoquant la possibilité que tout cela se rassemble en un super groupe. Déjà, permettez-moi une forme de satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un changement de discours à l'égard de Giorgia Meloni de la part du Rassemblement national. Tant mieux si à un moment donné le Rassemblement national se rend compte que Giorgia Meloni et le groupe des conservateurs auquel appartient Reconquête est incontournable. Oui, mais si c'est ça, vous perdez votre valeur ajoutée. Parce que ça veut dire que vous serez mêlé dans le même groupe. Sera incontournable. Mais moi, je n'ai pas la culture ni du parti unique ni du groupe unique. Je pense qu'il faut assumer nos différences et nos singularités, ce qui ne veut pas dire que malgré ces différences, on ne doit pas être capable de travailler ensemble. Je veux dire, je ne vais pas vous surprendre, Benjamin Duhamel, c'est la coalition des droites, c'est quelque chose que je défends depuis très longtemps en France et je le défends demain au Parlement européen. Donc j'ai aucun problème à vous dire que demain, bien sûr, pour défendre au mieux les intérêts des Français, il faudra travailler avec des forces complémentaires, évidemment. Marion Maréchal, je voudrais qu'on parle de la situation en Ukraine et de la question de la livraison d'armes. Le 12 mai 2023, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, voilà ce que vous disiez, ouvrez les guillemets, le rôle de la France est d'être un médiateur, un acteur du dialogue vers la paix et une solution de sortie. En livrant des armes, on devient de fait partie prenante de la guerre et donc nous ne sommes plus une puissance d'équilibre. Si je vous suis, il faut arrêter de livrer des armes à l'Ukraine. De toute façon, moi, je n'ai jamais été pour livrer des armes à l'Ukraine. Donc voilà, les livraisons d'armes. Non, mais moi, j'ai toujours dit que, évidemment, je soutenais l'Ukraine dans la défense de son intégrité territoriale et dans le respect du droit international. J'ai souhaité qu'on puisse soutenir, évidemment, toutes les initiatives de soutien humanitaire, logistique, financier. Mais je considère depuis le début qu'en effet, il ne faut pas rentrer dans une participation potentielle d'escalade guerrière. Et je constate que ce qu'on nous avait dit au début, parce que ça a commencé par on livre des armes défensives. Ensuite, on a livré des armes offensives. Ensuite, là, on est en train de se dire qu'on va livrer des armes qui peuvent frapper le sol russe. On est en train... Excusez-moi, juste une question très précise. Si vous aviez été au pouvoir... Laissez-moi finir, Benjamin Duhamel. On est en train d'envisager d'envoyer des troupes au sol. Donc ça s'arrête quand? En fait, ça s'arrête au moment où la Russie va dire c'est bon, je considère qu'on est en guerre avec la France, donc je riposte et donc j'envoie des missiles sur le sol français. Moi, je ne fais pas prendre ce risque aux Français. Pas avec une puissance nucléaire. Voilà. Si vous aviez été au pouvoir le 24 février 2022, au moment où la Russie a agressé l'Ukraine. Eh bien, nous aurions fait ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire pas d'armes, donc l'Ukraine aurait perdu. Duhamel, la Russie aurait pris Kiev. C'est très facile, si vous voulez, de faire des commentaires de plateau, mais à un moment donné, on joue pas. Si, c'est des commentaires de plateau, parce qu'on joue pas au Playmobil là. Voilà, on parle d'une potentielle. Oui, absolument. C'est très sérieux. N'avait pas eu les armes des Occidentaux. Je considère, je suis désolée de vous dire que soutenir l'Ukraine ne veut pas nécessairement dire faire la guerre à sa place, parce que faire la guerre à sa place et prendre le risque que la France entre en guerre avec la Russie. Mais l'Ukraine ne peut pas faire la guerre sans les armes des Occidentaux. Et je vais vous donner un autre argument qui ne m'apparaît pas moins important. Au-delà de ça et au-delà du refus de participer à l'escalade guerrière face à une puissance nucléaire, parce que là, on joue à un jeu, à mon avis, très très dangereux. Au-delà de ça, chaque fois que l'on envoie des armes en Ukraine, on dépossède aussi la France de son matériel de défense. Alors même qu'aujourd'hui, notre armée est à l'os. À l'os, vous m'entendez? On a 200... Excusez-moi, on a 200 chars. Il y en a 20 par jour qui sont détruits. Non, mais moi, je vous parle de la France. L'Ukraine aurait pu tenir sans les armes occidentales? Je vous parle de la France et de la sécurité de la France. Vous ne voulez pas répondre à cette question? Non, mais excusez-moi, mais...
Alors, vous voulez entrer en guerre, monsieur Duhamel? Vous savez qu'aujourd'hui, la France... Comment est-ce que l'Ukraine aurait pu tenir sans les armes occidentales? Monsieur Duhamel, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on participe d'une escalade, aidons l'Ukraine dans la mesure du raisonnable. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais si, je suis en train de vous dire ça. Trouvons l'équilibre. L'équilibre, c'est... Quel équilibre? Sans les armes l'équilibre, occidentales, excusez-moi, c'est soutenons l'Ukraine avec un certain nombre de moyens sans participer à l'escalade. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la France a 3 jours de munitions devant elle. La France est capable de tenir 100 km de front dans le cadre d'une guerre de haute intensité, typiquement celle qui se passe en Ukraine. En Ukraine, c'est 1000 km de front. Donc à un moment donné, moi je suis désolée de vous dire, oui, je ne vais pas déposséder la France de son armement guerrier, je ne vais pas la mettre en situation de fragilité. Excusez-moi, moi je défends d'abord les intérêts de la France. Je suis désolée de vous le dire. Je souhaite que l'Ukraine gagne. Je souhaite que l'Ukraine gagne. Je souhaite que nous puissions l'aider dans la mesure du possible, avec de la formation, avec des moyens humanitaires, avec de la logistique, avec des moyens financiers. Mais oui, je ne vais pas jouer à la guerre. Voilà. Il faut expliquer comment on peut gagner une guerre. Oui, écoutez, vous expliquerez demain pourquoi il y a une riposte de missiles russes sur le sol français, parce qu'à un moment donné, on aura envoyé des troupes, et vous irez expliquer pourquoi on est allé envoyer des enfants français mourir en Ukraine. Écoutez, voilà, on a le droit de ne pas avoir la même position sur le sujet. Je crois qu'on n'en est pas là. Non, moi, je vous pose des questions, mais je vais vous dire, et au-delà d'ailleurs de cette question guerrière, se pose aussi la question de l'élargissement. Et moi, je suis opposé à l'Ukraine comme à toute autre, d'ailleurs, forme d'élargissement. Marion Maréchal, je voudrais qu'on détaille un point de votre programme qui m'a interpellé, page 16. Vous proposez de supprimer tout financement, ouvrez les guillemets, au wokisme et aux associations militantes LGBT. Il y a quelques semaines, nos confrères de France Info vous avez interrogé sur cette proposition en vous demandant si une association comme ACT UP était concernée. Vous aviez répondu oui. Ça veut dire qu'une association qui distribue du matériel de prévention contre le sida, qui accompagne des personnes porteuses du VIH, vous lui coupez les vivres. Vous savez que déjà les associations peuvent aussi vivre de dons aussi de particuliers. On n'est pas toujours obligé d'avoir des financements publics. Et on est face là, pas, excusez-moi, parce que vous les présentez comme une association humanitaire d'une certaine manière. Ça n'est pas qu'une association humanitaire, excusez-moi. Ce sont des militants politiques qui mènent des combats. Des combats pour la déconstruction des repères, pour la confusion des sexes avec la défense de la théorie du genre, pour l'effacement des femmes et des mères avec la défense de la GPA, et qui, excusez-moi, comme beaucoup de ces associations, militent aussi pour le changement de sexe chez les mineurs. Donc on n'est pas face à des associations... Je crois pas qu'ACT UP milite pour le changement de sexe. Toutes ces associations, bien sûr que si, sont sur cette ligne-là la plupart du temps. Et en l'occurrence, oui, moi je considère qu'aujourd'hui c'est un militantisme politique, c'est une propagande et que la Commission européenne n'a pas à financer cela. Est-ce que le planning familial est concerné par cette mesure ? Le planning familial aujourd'hui mène des actions de santé et je regrette qu'en côté de ces actions de santé, eh bien là aussi il y ait des positions politiques qui soient selon moi déplorables. Donc je considère que si on veut, mais à un moment donné, c'est l'argent des Français. Oui, voilà. Donc l'argent des Français, il n'est pas là pour financer de la propagande politique. Qu'ils financent évidemment et qu'ils soutiennent des actions médicales, des actions de prévention. Moi j'ai aucun problème avec ça, mais pas. Mais je vais vous dire, la Commission d'ailleurs va bien au-delà de ça. On pourrait parler également des compromissions avec des associations islamistes. Oui, mais non mais excusez-moi, c'est pas un petit sujet. Des questions très précises. Donc, c'est très précis. Si on pousse votre programme, quand la Commission finance le FEMISO, Islamic Relief, qui sont aujourd'hui des associations islamistes, qui sont proches des frères musulmans, qui ont pour projet revendiqué juste la conquête islamique de l'Europe, la soumission ou la conversion, juste ça. Et on a une Commission européenne qui finance ça. Si on applique votre programme, est-ce que vous coupez les subventions au planning familial? Mais je ne veux pas financer les associations politiques. Je ne veux pas. Alors donc est-ce que le planning familial en fait partie? Monsieur, je lutte contre la légalisation et la banalisation de la GPA. Voilà. Je considère que c'est un acte... Planning familial, c'est notamment pour accueillir les femmes ils défendent la légalisation des mères porteuses. Je considère que c'est une abomination. Ils veulent pousser, comme beaucoup de ces associations d'ailleurs, pour l'activisme transgenre, le changement de sexe, l'explication de la théorie du genre chez les mineurs. Je considère que c'est un drame pour la santé de nos enfants. Il faut couper les subventions au planning familial. Pas de subventions politiques. On est là, excusez-moi, mais à un moment donné, moi, la conception que j'ai de l'Europe, c'est une Europe de la civilisation. Voilà. Une Europe de la civilisation, ça veut dire qu'on défend notre identité, notre culture, nos valeurs. Et dans ces valeurs, voyez-vous, il y a la défense de la dignité de l'homme, il y a la défense de la dignité de la femme, il y a le refus de la marchandisation du corps, le refus de la marchandisation de l'enfant, le refus de promotion du hijab ou de la culture étrangère islamique. Donc oui, excusez-moi, à la fin, moi, je vais défendre en effet une Europe qui est d'abord attachée à tout cela. Donc on coupe pour ACT UP et pour le planning familial.
association politique de manière générale. Je ne peux pas être plus clair que ça, Ça veut dire oui. excusez-moi. Une dernière question. Ces derniers jours, vous avez dit j'aime Marine, en évoquant Marine Le Pen. Les mauvais rapports que vous entretenez avec certains au sein de vos partis de reconquête sont de notoriété publique. Éric Zemmour, Sarah Knafo. Oui, enfin, son notoriété publique, vous dites ça comme si c'était un acquis, mais enfin, c'est des spéculations de journalistes. Non, mais excusez-moi, mais à un moment donné... Non, mais juste, je pose quand même ma question, s'il reste peu de temps. Est-ce que oui, mais vraiment... d'ailleurs, si on pouvait perdre du temps là-dessus, ça c'est important. Ne parlons pas d'immigration, par exemple, qui est quand même juste le premier sujet des Français pour le vote de ces européennes. Je choisis à peu près les questions qui vous intéressent, vous, pas qui intéressent les Français. Non, mais c'est pas grave, vous savez, l'Europe est juste submergée par l'immigration, on est juste islamisé, on a juste encore une tentative d'attentat dans le stade de Saint-Étienne par un Tchétchène, mais ça n'a aucun intérêt. Parlons de Médina et qu'Éric Zemmour, vous avez raison. Je ne reviendrai jamais avec Marine Le Pen au Rassemblement national. Monsieur Duhamel, je veux dire, si j'avais voulu revenir au Rassemblement national, je l'aurais fait depuis longtemps. Si je ne l'ai pas fait, c'est bien qu'aujourd'hui je suis là où je considère devoir être. C'est-à-dire Le Pen est toujours la bienvenue mais dans un parti. Mais je resterai toujours une Le Pen, c'est ma famille. Mais il n'empêche que, vous voyez bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas les mêmes positions sur tous les sujets. Moi, pourquoi je suis revenue en politique? Pourquoi aujourd'hui je soutiens Éric Zemmour? Parce que j'ai 2 petites filles et que ces 2 petites filles, elles ne peuvent pas grandir dans la France telle que se dessine aujourd'hui, je vous le dis. Et pour ça, il faut construire une offre de droite qui soit une offre de droite adaptée aux défis contemporains. Et donc oui, je considère qu'aujourd'hui, la ligne du Rassemblement national n'est pas celle que je défends. Et donc je veux pouvoir faire vivre cette ligne-là et j'espère convaincre un maximum de Français de nous soutenir. Merci Marion Maréchal. Question rituelle pour Valérie Ayé. Une qualité et un défaut? Défaut, elle est macroniste. Oui, d'accord. Voilà, oui. Jusque-là, c'est assez factuel. C'est un terrible défaut. Et une qualité et elle est résiliente. Merci beaucoup, Marion Maréchal. Et tout de suite, donc, la tête de liste. Renaissance, Valérie Ayé. Attendez une seconde. Juste pour que vous puissiez... C'est bon? C'est bon. Bonjour. 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 Et toujours pas de poignée de main. Bonjour. Je suis un peu obsessionnel. Hein. Bonjour, Valérie Ayé. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce BFM Politique spécial européenne. Nous sommes à pile une semaine du scrutin. Vous êtes toujours en difficulté dans les sondages, hein, loin, très loin derrière Jordan Bardella. Dans notre sondage du jour, est là pour la tribune dimanche et BFM TV. Vous faites la moitié du score de Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous vous dites à une semaine du scrutin? C'est bientôt la fin du chemin de croix, d'une campagne cauchemardesque? Je me dis que rien n'est joué. C'était d'ailleurs le slogan de notre meeting d'hier à Aubervilliers. C'est le moment où tout commence, en fait. On est les uns et les autres en campagne depuis des semaines et des mois maintenant. C'est le moment où les Français commencent véritablement à s'intéresser à l'élection européenne. Et donc, c'est le moment où on martèle encore plus fort aux Français que cette élection, elle est importante, qu'elle est historique. On le dit souvent, ça peut paraître galvaudé, mais c'est la réalité parce que les enjeux et les défis qui sont devant nous, ils sont colossaux. C'est le défi de la menace sécuritaire, le défi de l'intelligence artificielle. On va parler de ces défis, mais simplement quand on voit le sondage, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est un problème de notoriété? Est-ce que c'est parce qu'au fond, vous portez sur vos épaules l'antimacronisme, le rejet du gouvernement? On ne peut pas faire comme si de rien n'était quand la majorité présidentielle a un score qui est 2 fois moins important que celui du Rassemblement national. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? D'abord, moi, je vous le dis, je vois les sondages, évidemment, je les regarde, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais la réalité, c'est que, ce que je fais sur le terrain, les retours que j'ai sur le terrain, ils ne sont pas, à mon sens, ils ne reflètent pas ce que je vois dans les sondages. Et ensuite, évidemment que le contexte politique, il est difficile. On est en responsabilité, le président de la République est en responsabilité depuis 7 ans. Mais moi, le message que je porte aux Français, c'est on peut avoir des accords, avoir été en colère pour des positions qui ont été prises par tel ou tel gouvernement depuis 2017. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'on est dans une élection importante et l'enjeu qui se joue, c'est notre avenir, l'avenir de la France dans le monde et l'avenir de la France en Europe. Et ces élections-là, il ne faut pas se tromper d'élection. Moi, et je pense que c'est ma spécificité aussi dans cette campagne, je suis focalisée sur les élections européennes du 9 juin. Je ne suis pas dans la perspective de 2027, je ne suis pas dans une primaire de la gauche pour savoir lequel d'entre eux représentera la gauche en 2027. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, manifestement, nous n'arrivons pas aujourd'hui à répondre pleinement aux attentes des Français. Il faudra qu'on s'interroge collectivement. On ne pourra pas faire comme si de rien n'était. Franchement, pour elle, vous avez déjà perdu. Moi, je vous dis l'inverse. Et je vous dis d'ailleurs, en 2019, il y avait des sondages. Les résultats ont été largement différents des sondages. Pas pour la ligne de la majorité. Non, mais il y a eu une différence majeure. La réalité, c'est que les votes, ils vont se cristalliser sur les derniers jours. On le sait, les Français vont se positionner sur les derniers jours. Et ce que je dis aux Français,
c'est que, indépendamment de ce qu'on pense, de ce qui a été mis en œuvre au niveau national, et par ailleurs, quand on regarde les chiffres économiques, ils sont là, c'est le retour de l'emploi, c'est la réindustrialisation, c'est aussi l'engagement européen très fort du président de la République. Vous savez, quand moi, je suis au Parlement européen, hors campagne électorale, je le précise, parce que j'ai des collègues pro-européens qui siègent dans les groupes de la droite européenne et des sociodémocrates européens, et qui me disent, il parle quand ton président? Parce qu'Emmanuel Macron est vu comme le leader en Europe, celui qui fait bouger les lignes et qui est le vrai pro-européen sur le terrain. Donc vous pensez que c'est un atout d'avoir Emmanuel Macron avec soi, pas un boulet? Mais évidemment que c'est un atout. Évidemment. Emmanuel Macron, il a remis l'Europe dans le débat public national. Quand vous allez voir les partis de gouvernement en France, ils ont toujours été divisés sur la question européenne. Toujours. Nous, avec la majorité présidentielle, on a un engagement européen qui est très fort et on a du résultat. Pendant 5 ans, on a bossé. Regardez avec les autres. Évidemment, on a enchaîné des successions de crises. Avec mes adversaires, on n'aurait pas eu le plan de relance qui a permis de sauver des centaines de milliers d'emplois en France. Juste, on parlait du contexte et vous évoquiez les réformes qui sont mises en œuvre par le gouvernement. Une des dernières en date, c'est celle de l'assurance chômage, sans doute le tour de vis le plus sévère de ces dernières années, qui va toucher les jeunes, ceux qui sont en CDD, ceux qui sont en intérim, c'est-à-dire au fond les plus précaires. Est-ce que vous pouvez vraiment vous étonner qu'un certain nombre de macronistes de gauche soient séduits par Raphaël Glucksmann quand il y a ce type de réforme qui est annoncé? Franchement, quand on voit ça, on se dit, il ne vous aide pas, le gouvernement. Alors, depuis le premier jour, avec Emmanuel Macron et l'ensemble des gouvernements successifs, on a remis le travail au cœur de nos priorités politiques. Et cette réforme, elle s'inscrit dans ce cadre-là. Ça, c'est une réalité et je pense qu'elle est nécessaire. Faire payer les chômeurs pour faire des économies? Elle est nécessaire. L'idée, c'est véritablement de remettre et d'accélérer le retour au travail et de permettre aux uns et aux autres de retrouver un emploi dans les meilleures conditions. En réduisant la durée d'indemnisation. Mais quoi qu'il en soit, on conservera un système qui est le plus favorable partout en Europe. Donc l'enjeu, c'est comment on accompagne les personnes. Une fois que la réforme sera rentrée en vigueur, comment on accompagne les personnes pour le retour à l'emploi. En tout état de cause. Moi, ce que je vous dis, puisque vous citez, entre guillemets, les macronistes de gauche, je leur dis l'engagement européen, nous sommes les vrais Européens. Je leur dis que nous avons été constants depuis le début, tant sur la politique nationale que sur la politique européenne. Et je leur dis que moi, Raphaël Glucksmann... Sur la politique nationale, vous avez été constant quand il y a Rachida Dati au gouvernement, Catherine Vautrin, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Certains pourraient se dire, au fond... Attendez, constant dans quoi? Constant dans le dépassement. Constant dans quoi? Constant dans le dépassement et constant dans l'idée qu'on doit réformer la France. Aujourd'hui, les résultats économiques, ils sont là. On a un chômage qui est au plus bas depuis des années. On a le retour des emplois. On a la réindustrialisation. On a la réindustrialisation avec des emplois à la clé. Et d'ailleurs, sur le tournant de l'industrie verte, c'est 20 000 emplois, par exemple, dans le nord de la France. Donc, c'est aussi l'occasion de dire... qui a été dégradée par Standard & Poor's. Mais alors, moi, j'entends les oppositions surenchérir sur cette question, notamment la droite. Mais pardon, mais est-ce qu'on peut prendre un peu de recul? Depuis 2017, effectivement, la dette de la France... préciser d'abord que ça ne va pas changer. La France reste et restera un partenaire crédible en Europe et sur les marchés. 2, ça ne va pas changer le quotidien des Français. 3, si on prend un peu de recul, la dette a augmenté de 12 points en 7 ans, depuis 2017. La droite nous donne des leçons à longueur de journée aujourd'hui. Sous Sarkozy, la dette a augmenté de 18 points. Oui, ça, c'est pas très bien fini pour lui, donc je suis pas sûr que ce soit un exemple... Il faut prendre un peu de recul. Et 2, pourquoi la dette, elle a augmenté? On a vécu des crises successives. On a vécu la crise sanitaire, on a vécu la crise énergétique. On a mis en place un plan de relance de 100 milliards d'euros qui a permis d'éviter la fermeture de TPE, PME, qui a permis de mettre en place le chômage partiel avec l'aide de l'Union européenne. On a mis en place le bouclier tarifaire pour limiter la hausse des factures d'électricité des Français. Donc on a été là au rendez-vous pour protéger les Français, bien plus qu'ailleurs en Europe. Et par ailleurs, on a mis des moyens supplémentaires sur la table, renforcement des moyens de police, des moyens de justice, et on n'a pas augmenter les impôts, on les a même baissés. Et si on prend encore un peu plus de recul... Oui, et j'aimerais qu'on avance pour parler des problématiques européennes. Je vous parle des problématiques européennes, j'y viens. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? C'est évidemment réduire les dépenses de fonctionnement là où elles peuvent l'être. Et c'est investir massivement au niveau français, au niveau européen. Aujourd'hui, les États-Unis... On s'inquiète de la dette française, mais les États-Unis, ils s'endettent massivement pour financer ce qu'ils ont appelé leur IRA américain. C'est un plan d'investissement massif pour subventionner. On va en parler dans un instant, Valérie. Juste une petite question avant de poser une question sur le CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Vous citiez il y a un instant Nicolas Sarkozy. Je lis dans les colonnes du Parisien ce matin que vous avez sollicité un rendez-vous avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui n'a pas voulu vous donner. J'ai sollicité au début de ma campagne des rendez-vous avec des personnalités qui avaient eu un engagement européen et voilà.
Et donc je l'ai demandé, j'ai pas eu de retour, j'en prends acte. Et pourquoi il veut pas vous voir, Nicolas J'en sais rien, moi, vous lui demandez. Je vais pas parler à sa place. Mais ça vous a déçu? Vous auriez aimé qu'il vous donne des conseils C'était pas des conseils, c'est qu'en fait, je pense que... Alors moi, je suis mobilisée au Parlement européen depuis 5 ans. Mais en entrant dans cette campagne, évidemment, c'est intéressant. On se dit, pour ceux qui nous regardent, Nicolas Sarkozy, il a de bonnes relations avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, il dit encore des choses assez sympathiques à son égard dans le Figaro. C'est quand même étrange qu'il n'ait pas voulu vous recevoir. Et là encore, je ne vais pas commenter les décisions et les non-décisions de Nicolas Sarkozy. Je reconnais que, comme d'autres personnalités, j'ai sollicité un rendez-vous. Ça, c'est pas fait. Posez-lui la question. Mais vous espérez quand même pouvoir continuer à le rencontrer En tout cas, j'espère continuer à convaincre les Français. Je suis mobilisée pour les 8 prochains jours pour convaincre les Français que le projet que je porte, il est celui qui les servira le mieux. Valérie Ayé, cette semaine, l'Assemblée nationale a voté une résolution demandant au gouvernement de lui soumettre le CETA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Je rappelle que vous soutenez ce traité de libre-échange. Le Sénat s'est opposé à sa ratification. Si les députés le rejettent aussi, quand il sera soumis au vote des députés, est-ce qu'il faudra mettre fin à ce traité ? Ou est-ce qu'il pourra s'appliquer quand même, puisque je précise qu'en termes de droit, si le gouvernement ne signifie pas à la Commission le vote, il peut quand même s'appliquer. Aujourd'hui, il s'applique partiellement. Alors moi, je souhaite qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale sur cette question-là et je souhaite surtout qu'on sorte des postures sur la question de l'accord de commerce, des accords de commerce en général et du CETA en particulier. On l'a vu au Sénat, ça a été l'alliance de la carpe et du lapin. Quelques semaines avant les élections européennes, je vois bien et on voit bien le jeu des oppositions et des uns et des autres. La réalité, c'est que nous, sur les accords de commerce, on a une position qui n'est pas dogmatique. Non, mais attendez, il faut la regarder au cas par cas. Pardonnez-moi, parce que là, j'entends votre position et on la connaît sur le CETA. La question, elle est très précise. Si les députés rejettent le CETA, après que les sénateurs ont rejeté le CETA, est-ce qu'il pourra quand même s'appliquer ou est-ce qu'il faudra que la France signifie à la Commission européenne que le Parlement français ayant rejeté le CETA, il ne pourra plus s'appliquer? Ce sera la responsabilité du gouvernement français de le notifier, de le signaler. Moi, je suis députée européenne, donc évidemment... Je crois savoir que vous êtes la liste de la majorité, que hier, Gabriel Attal a pris la parole à votre meeting. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, en tant que chef de file de la délégation au Parlement européen et tête de liste? Moi, qu'est-ce que je souhaite? D'abord, je le redis, ce sera la décision du gouvernement. Je suis députée européenne moi-même. Donc évidemment, je souhaite que les positions des parlementaires soient entendues. Et on verra ce qui se passera à l'Assemblée nationale. Donc il faudra abandonner le CETA si les députés s'opposent à la ratification du traité. Moi, je souhaite qu'il y ait un débat apaisé et sorti des postures à l'Assemblée nationale. Je souhaite que chacun sorte des positions dogmatiques sur cette question-là. C'est ça la priorité, dans l'intérêt des Français. Le CETA, il est bon. Il est bon pour notre économie. Mais est-ce qu'il est bon au point de contourner le vote des parlementaires français? Je vous le dis. 1, je suis respectueuse des votes des parlementaires. Moi-même, je suis parlementaire. 2, je souhaite qu'il y ait un débat apaisé, sorti des postures sur cette question-là. On s'en reparle peut-être après les élections européennes. Parce qu'au Sénat, on avait bien vu les postures. Alliance de la carpe et du lapin, notamment des Républicains qui ont eux-mêmes, à l'époque, signé sous Sarkozy l'accord du CETA et qui maintenant sont vent debout contre cet accord. Regardons après les élections européennes et voyons s'il y a encore autant de postures. Parce que fondamentalement, sur le fond, cet accord, il est bon pour nos producteurs, pour notre économie. Et là encore, je pense que sur ces questions-là en particulier, il faut être pragmatique. Il y a des bons accords, il y en a des mauvais. Les mauvais accords, on a dit non, c'est l'accord notamment avec le Mercosur, les pays d'Amérique latine. Et les bons, on en a besoin pour notre économie. Valérie, le débat sur la reconnaissance d'un État palestinien a pris beaucoup de place dans cette campagne. La gauche le défend. Votre numéro 2 de liste aussi, l'ancien journaliste Bernard Guetta, l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian également. Emmanuel Macron. Oui, mais il y a une question de timing. Emmanuel Macron y réfléchit, mais il ne veut pas, dit-il, agir sous le coup de l'émotion. Ce sera quoi le bon moment pour reconnaître l'État palestinien, Valérie Ayé? Le bon moment pour reconnaître l'État palestinien, d'abord, évidemment que la solution à 2 États, c'est celle vers laquelle on doit tous converger. C'est la position historique de la France et c'est la seule d'ailleurs qui permettra... quelques rares exceptions près, tout le monde est d'accord. Oui, et c'est la seule d'ailleurs qui permettra de mettre en place, de protéger les Israéliens, de protéger les Palestiniens et d'assurer la sécurité dans la région. Les conditions nécessaires, c'est d'avoir une autorité palestinienne, un interlocuteur palestinien crédible. Je ne vois pas demain, ce ne sera pas ma responsabilité, je ne suis que députée européenne, mais demain, négocier avec le Hamas, cette organisation terroriste armée qui a commis des attaques pourquoi quelqu'un comme Jean-Yves Le Drian, qui a son expérience de ministre de la Défense sous François Hollande, ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron, dit au contraire, il faut le faire maintenant parce que ce sera un signal fort qui est envoyé. C'est quelqu'un qui connaît ces interlocuteurs que vous citez et qui a cette expérience. Pourquoi lui dit il faut le faire maintenant? Moi, ce que je dis, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette sur la position qui est la création d'un État palestinien. On a un ministre des Affaires étrangères qui est mobilisé, qui a déjà fait
plusieurs fois le tour de la région et qui est à la manœuvre et pour demain avancer sur cette solution à 2 États. Je le laisse en responsabilité, c'est la diplomatie Jean-Yves Le Drian dit il faut le faire C'est maintenant. la diplomatie française qui est en responsabilité aujourd'hui, qui doit trouver le chemin avec les Israéliens, avec une autorité palestinienne réformée, crédible, pour avancer sur cette question-là. Et donc Jean-Yves Le Drian, encore une fois, non Jean-Yves Le Drian est un grand... de votre comité de soutien, c'est le président de mon comité de soutien. Il a été un grand ministre des Affaires étrangères. Évidemment qu'il sait de quoi il parle. Aujourd'hui, c'est Stéphane Séjourné qui est en responsabilité et qui a les derniers éléments, les dernières informations. En tout état de cause, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun est concentré sur la priorité qui doit être le cessez-le-feu immédiat. Il y a des dernières annonces qui semblent aller dans le bon sens, donc il faut pouvoir y travailler. Cessez-le-feu immédiat, libération des otages et création des conditions pour créer cet État palestinien. Valérie, je voudrais revenir sur une phrase que vous avez prononcée dans cette campagne qui a suscité le débat jusque dans votre majorité. Ouvrez les guillemets, je n'essentialise pas les gens, je ne fais pas de lien comme le fait le Rassemblement national entre l'immigration et la délinquance. Voilà ce que vous disiez le 12 mai dernier. Est-ce que vous le rediriez exactement tel quel? Bien sûr. Donc il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance. Alors c'est pas ce que j'ai dit. Je fais pas le lien comme le fait le Rassemblement national entre l'immigration et la délinquance. J'ai dit, et alors je crois même que cette citation elle n'est pas complète parce que je l'ai dit dans une phrase globale. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est effectivement il y a des faits de délinquance chez des migrants. Ça existe. Ça existe. Par contre, je ne systématise pas et je n'essentialise pas. Je ne considère pas qu'un migrant, un étranger, parce qu'il est migrant ou parce qu'il est étranger, c'est nécessairement un délinquant ou un terroriste en puissance. Donc dire qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, c'est essentialiser les étrangers on voit bien les interventions avec moi de l'extrême droite de Marion Maréchal à Jordan Bardella. Ils ont tous les deux la même approche. Un migrant, c'est nécessairement un délinquant ou un terroriste en puissance. Pardon, mais c'est pas du tout mon approche. Est-ce que dire la phrase « il peut y avoir un lien entre immigration et délinquance », est-ce que ça essentialise Mais ça, c'est la mienne. Non, je viens de la dire. Non, mais je viens de la dire. Il peut y avoir un lien, ça existe. Je ne fais pas de lien comme le fait le Rassemblement national entre l'immigration et la délinquance. Je viens de vous dire que ça existe, qu'il y ait des migrants qui soient délinquants. Donc il y a un lien ou il n'y a pas de lien alors? Il n'y a pas de lien systématique, tout simplement. C'est aussi simple que cela. Là où l'extrême droite de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, de Marion Maréchal font un lien systématique et essentialisent les migrants. Moi, je trouve que c'est insupportable. Il y a des migrants... Et puis par ailleurs, ils font des amalgames, parce qu'il y a les migrants irréguliers, et c'est de la migration illégale qu'il faut renvoyer. Et c'est le sens du pacte asile-migration, les lois qu'on a votées au Parlement européen il y a quelques semaines, qui vont enfin répondre à la problématique de l'immigration illégale. Je suis la seule à l'avoir voté par ailleurs sur cette question-là. Il y a l'immigration au titre du droit d'asile aussi. Oui, vous me tendez une perche sur la question de l'immigration, puisque je vous l'avais d'ailleurs posée, c'était une de vos premières interviews, je vous ai demandé, est-ce qu'il y a trop d'immigration en France aujourd'hui? Alors, du coup, je vais vous répondre. Effectivement, c'était l'une de mes premières interviews avec vous. Et vous m'aviez répondu d'ailleurs, il faut les chefs d'entreprise. Je n'avais pas bien compris pour tout vous dire. Eh bien, je vais vous expliquer si vous ne m'aviez pas compris à l'époque, si je n'avais pas été suffisamment claire. Il y a 3 types d'immigration. Et Jordan Bardella, Marine Le Pen, Marion Maréchal, notamment, font délibérément l'amalgame entre les différents types d'immigration. Il y a l'immigration économique. C'est notamment ce qui a été voté dans le cadre de la loi immigration au niveau national l'année dernière, avec, laissez-moi terminer s'il vous plaît, on y reviendra après, avec les régularisations pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Moi là-dessus, je propose l'ouverture de titres. Donc il faut plus d'immigration économique. Je propose l'ouverture à l'échelle européenne de 100 000 titres pour les métiers en tension et pour aussi attirer des talents. Mais il faut le réguler, évidemment. Il faut une négociation. Premier élément. Deuxième élément, le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est l'honneur de la France et c'est l'honneur de l'Europe d'accueillir les femmes afghanes, notamment. Et troisième élément, et le premier, c'est l'immigration illégale. Et par définition, il y en a trop, puisqu'elle est irrégulière et illégale. Et je le redis, au Parlement européen, on a voté des lois sur l'immigration. C'est important de le dire parce que non seulement je suis la seule à l'avoir voté, tous les autres sont les tenants du statu quo, mais je voudrais aussi dire que ces textes, ils ont été négociés avec la droite européenne et les sociodémocrates européens. Et aujourd'hui, messieurs Bellamy et Glucksmann vous disent que ce sont de mauvais textes, ils se sont mis en marge de leur propre groupe, alors que nous, on a retroussé les manches pour enfin avoir une solution à cette problématique. Transition toute trouvée, c'est François-Xavier Bellamy qui va vous succéder dans un instant. Question rituelle, une qualité et un défaut pour le caractériser. C'est long, hein. Une qualité, il est travailleur, et un défaut politique pour moi, conservateur, notamment sur les valeurs.
Merci Valérie Merci Ayé. à vous. Et donc tout de suite, la tête de liste des Républicains, François-Xavier Bellamy. Attendez une seconde. Ah pardon, pardon. Jingle. Ça reste. Vous pouvez y aller. Pardon. Et François-Xavier À bientôt. Bellamy. Au revoir. Pardon, on dirait une pièce de Fédo là. Mais en fait, tout va bien. Au revoir. Salut François-Xavier. Salut Valérie. Ça va? Ça va et toi? Oui, merci. Ah, Bonjour à tous. tutoiement et serrage de main. Il a fallu attendre la fin de cette émission pour qu'il y ait une telle interaction entre vous, François-Xavier Bellamy, la candidate de la majorité. Certains en tireront peut-être des conséquences politiques. Oh bah non, c'est très malheureux parce que la vérité c'est que je crois qu'on peut être opposé politiquement et avec Valérie Ayé on est très opposé politiquement et pourtant se respecter, se parler, ça s'appelle la démocratie en fait. Bonjour donc. Bonjour. François-Xavier Bellamy, dans notre sondage est là pour BFM TV et La Tribune, vous êtes en difficulté, 6,5%, c'est-à-dire en dessous du score que vous faisiez en 2019. On vous a vu tout au long de cette campagne faire ce qu'on appelle des coups. Devant Sciences Po, après le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Certains disent que vous êtes un peu sorti du costume de bon élève. Visiblement, ça ne suffit pas quand on regarde les sondages. Bon, les sondages sont les sondages. Les Français jugeront. Le seul sondage important, c'est l'élection qui a lieu dans une semaine. Moi, je vais partout en France et sur le terrain, je vois à quel point aujourd'hui, les Français sont en train de s'engager dans cette élection européenne. Et aujourd'hui, ma conviction, c'est que nous sommes la seule liste capable de les représenter demain au Parlement européen, dans la droite européenne, dans la famille politique à laquelle nous appartenons, qui va devenir la première force politique en Europe. C'est ça le vrai enjeu de cette élection. Moi, je ne doute pas un instant que les Français vont comprendre la question qui leur est posée. Le sujet n'est pas la répétition d'un éternel deuxième tour entre M. Macron et Mme Le Pen. Le sujet, c'est celui de qui va défendre les Français demain au Parlement européen. François-Xavier Bellamy, l'ancien président Nicolas Sarkozy, a dit dans les colonnes du Figaro avoir beaucoup de sympathie à votre égard. Bon point. Moins bon point, il ne révèle pas son vote. Je ne suis pas sûr que ça penche en votre faveur. Ouvrez les guillemets, le rétrécissement de notre famille, donc la droite, est un contresens politique autant qu'historique. Est-ce que vous espérez quand même avoir son vote à Nicolas Sarkozy ? Moi, je respecte le fait que le président de la République, un ancien président de la République, ne souhaite pas s'engager dans la politique électorale et dire pour qui il votera. C'est un coup dur quand même, c'est une autorité morale à droite. Bon, vous savez, on a un désaccord de fond avec Nicolas Sarkozy qui, depuis des années, pense que nous devrions nous allier avec Emmanuel Macron. Ouais. Donc voilà, encore une fois, je respecte la diversité des opinions. Ce que je crois aujourd'hui fondamental, c'est que nous arrivions à reconstruire la droite qui, demain, constituera l'alternance pour le pays et l'espérance dont la France a tellement besoin. Et je crois qu'aujourd'hui, le défi, c'est pour nous d'écrire cette nouvelle page. Nous n'avons pas à être, d'une certaine manière, en permanence... dans la répétition de ce travail effectué au cours des années passées. Je ne suis pas là non plus pour distribuer les mauvais points ou pour faire un droit d'inventaire perpétuel. Ce qui compte pour moi, c'est d'écrire l'avenir de la droite française, parce que cet avenir, c'est l'avenir de la France. Sans Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy, il a de toute façon quitté la politique électorale. Et encore une fois, je respecte parfaitement le choix qu'il fait de ne pas s'engager dans cette élection européenne. François-Xavier Bellamy, je vous pose la même question qu'à Raphaël Glucksmann en tout début d'émission. Vous avez passé votre campagne à expliquer, et vous le dites il y a un instant, qu'il faut sortir du clivage qu'essaye d'instaurer la majorité présidentielle, à savoir l'idée que ce serait un face-à-face entre les populistes et ceux qui défendent l'Europe. Vous mettez en avant le clivage gauche-droite qui existe au Parlement européen. Sauf que quand on regarde les votes de votre parti à l'échelle européenne, le Parti populaire européen, ils soutiennent le pacte asile-immigration que vous contestez. Une partie de notre formation politique. Importante. Sur les traités de libre-échange, vous les fustigez, eux les soutiennent. Mais comme les socialistes Absolument, européens. mais c'est pour ça que je vous dis que j'ai posé la même question à Raphaël Glucksmann, avec la même contradiction. Est-ce qu'au fond, vous ne trompez pas vos électeurs en disant « je porte un certain nombre d'idées qui... quand je siège au Parlement européen, ne sont pas celles du groupe avec qui je siège. » Mais les idées que je porte dans cette campagne sont celles que j'ai défendues pendant 5 ans au Parlement européen et que je continuerai de au sein du Parti populaire européen. Mais qu'est-ce que c'est que l'Europe, Benjamin Duhamel ? Je crois qu'il faut que tout le monde le comprenne. L'Europe, c'est le miracle d'une réconciliation entre des pays qui se sont fait la guerre pendant des siècles. Et cette réconciliation fait que nous sommes devenus des pays amis. Mais comme entre tous les amis, il arrive de s'engueuler. On n'est pas d'accord sur tout. Et on a des divergences. Et ce qui compte, ceux qui gagnent sont ceux qui se battent. Ceux qui gagnent sont ceux qui gagnent, François-Xavier Bellamy. Non, mais pas seulement. C'est aussi l'influence, c'est aussi la présence, c'est la détermination, c'est le courage, c'est le fait d'être là, matin, midi et soir, et la nuit quand il le faut, pour faire entendre la voix des Français. Et le grand drame au Parlement européen, c'est que vous avez les 2 formations politiques qui sont arrivées en tête à la dernière élection européenne. Les macronistes sont arrivés 2e. Et leur obsession, c'est, pour montrer qu'ils sont européens, d'oublier qu'ils sont français. Quand j'ai défendu, par exemple, des amendements que j'ai déposés
pour protéger l'énergie nucléaire, qui était attaquée par la Commission européenne et qui était exclue des politiques européennes. Quand j'ai déposé un amendement pour que le nucléaire français puisse bénéficier des 210 milliards d'euros du fonds REPowerEU, les députés macronistes ont voté contre mes amendements. Pourquoi ? Ils me l'ont expliqué après en disant mais défendre le nucléaire, c'est un peu trop français. Sur le nucléaire, très bien, mais par exemple sur le pacte Non mais pardon, je termine juste mon raisonnement. Défendre le nucléaire, c'est un peu trop français. Mais moi, je suis au Parlement européen pour défendre les Français et pour faire entendre la voix des Français. Et de l'autre côté, vous avez le Rassemblement national qui, faut pas l'oublier quand même, a gagné la dernière élection européenne. Ils sont arrivés premiers. Les Français leur ont fait confiance. Et pendant 5 ans, ils ont été aux abonnés absents. Avec les 8 députés de ma formation politique au sein du PPE, nous avons mené le combat tous les jours pour faire entendre la voix des Français. Et oui, c'est vrai, nous avons parfois des désaccords avec des pays européens forts, importants, avec lesquels il faut engager les bras de fer nécessaires. Quand le chancelier allemand est venu au Parlement européen, j'ai eu l'occasion de lui dire, en face, les yeux dans les yeux, les divergences qui existent aujourd'hui entre notre pays et l'Allemagne. Sur la question migratoire en particulier, nous avons des désaccords. Et je crois que le sujet de cette élection européenne, c'est d'envoyer demain au Parlement européen le plus de députés de combat. Parce que c'est bien de dire des choses pendant les campagnes, c'est mieux de faire en sorte qu'elles soient entendues pendant 5 ans. Sur l'Ukraine, François-Xavier Bellamy, après la France, l'Allemagne et les États-Unis ont autorisé les Ukrainiens à utiliser des armes occidentales pour frapper des bases militaires en Russie d'où sont tirés des missiles. Est-ce que vous soutenez cette idée ? Est-ce qu'il faut autoriser les Ukrainiens à utiliser ces armes occidentales même s'il s'agit de frapper des bases militaires en Russie? Vous savez, aujourd'hui, je crois que notre premier devoir, c'est de garantir que nous apportons aux Ukrainiens le soutien matériel dont ils ont besoin. Et la France, de ce point de vue-là, est malheureusement très en retard. Mais ce n'est pas la question que je vous pose. Ben oui, mais c'est quand même ma réponse. Oui, mais ce n'est pas la question que je vous pose. Oui, mais c'est quand même ma réponse. Est-ce qu'il faut autoriser les Ukrainiens à utiliser des armes occidentales pour frapper des bases militaires en Russie? Vous savez très bien d'où vient votre question. C'est-à-dire que le président de la République, qui passe son temps, parce qu'il n'est pas à la hauteur sur l'aide concrète que nous devons aux Ukrainiens aujourd'hui, le président de la République passe son temps à lancer des débats dans l'actualité. Il y a eu le sujet de l'envoi des... Bellamy, c'est une demande des Ukrainiens qui disent, le patron de l'OTAN l'a dit, les Allemands, les États-Unis ont suivi, les Ukrainiens demandaient à pouvoir utiliser des armes occidentales pour frapper des bases militaires en Russie. Mais les Ukrainiens, il faut les autoriser à le faire? La première demande des Ukrainiens, c'est qu'on leur livre les armes, les matériels, les munitions dont ils ont... répondre à cette question? Non, mais moi, je suis plutôt défavorable à cette idée, mais je vous redis, c'est clair. Ma première réponse, c'est que notre devoir, c'est d'apporter concrètement aux Ukrainiens... de pouvoir frapper des bases militaires? Parce que je crois que le premier sujet pour nous, c'est de garantir que l'Ukraine ait les moyens de se défendre. Et se défendre, ça veut dire aujourd'hui... J'ai été avec le général Gomard, qui est le numéro 3 de notre liste, qui est l'ancien patron des forces spéciales françaises, visiter une usine d'armement, il y a quelques semaines, qui fabrique des véhicules blindés. C'est des véhicules qui sauvent des vies en Ukraine tous les jours sur le terrain. Et aujourd'hui, les gens qui font tourner cette usine nous disaient... On aimerait bien passer au 2.8, au 3.8, on aimerait bien travailler plus, on aimerait bien produire plus, mais on n'a pas reçu les commandes. L'État ne nous a pas demandé Mais vous dites de produire. Non au fait de pouvoir frapper ces bases en Russie, alors même que c'est ce que demandent aussi les Ukrainiens, pour la bonne et simple raison qu'il faut pouvoir intercepter des missiles qui, par exemple, peuvent tomber sur la ville de Kharkiv. Ça, le soutien aux Ukrainiens, oui, mais jusqu'à ce point-là. Mais cette interception, elle ne suppose pas d'avoir des armes qui frappent le sol russe. En tous les cas, le premier sujet, on peut avoir des désaccords là-dessus, mais le premier vrai grand sujet, c'est est-ce que nous sommes à la hauteur sur le plan du soutien matériel dont les Ukrainiens ont besoin. François-Xavier Bellamy, jeudi, votre parti, Les Républicains, a publié ce tweet en référence à un article de Valeurs Actuelles qui évoquait la liste de biens à restituer par la France demandée par l'Algérie. Tweet où est écrit « Il faut tout reprendre », c'est ce qu'on voit sur le visuel, criminels, délinquants, OQTF, obligation de quitter le territoire français, avec ce hashtag, comme on dit, 1, 2, 3, qui fait référence au slogan 1, 2, 3, viva l'Algérie, avec un petit avion juste à côté. Vous qui êtes prof de philosophie, le niveau est tombé bien bas là, hein, non ? Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce soit ça qui vous étonne. J'aurais certainement pas fait le même message, c'est pas forcément le style de message politique auquel je crois, mais ce qui me choque vraiment, moi, c'est pas un tweet, c'est la politique de l'Algérie. J'étais il y a quelques jours visiter un centre de rétention administrative à Vincennes, tout près de Paris. Les policiers qui y travaillent disent aujourd'hui qu'il est très difficile de reconduire en Algérie des gens qui sont rentrés illégalement sur le sol français, qui ont commis en France des crimes et des délits, et que l'Algérie refuse de reprendre, alors que ce sont ses propres ressortissants. Et ça, c'est des milliers de cas chaque année, dit le ministre de l'Intérieur. Moi, ce qui me choque, c'est pas un tweet. Donc ce qui me choque, c'est ça. Il n'a pas été retiré d'ailleurs. Non, mais encore une fois, c'est pas. J'aurais certainement pas exprimé les choses de cette manière-là. Vous avez vu ce qu'a dit Xavier Bertrand sur ce tweet. C'est pas exactement un gauchiste, Xavier Bertrand. Il a condamné ce tweet qu'il qualifie, je cite, d'indigne.
Non, mais je le redis, on peut en parler autant que vous voulez. Je ne crois pas que ce soit ce qui intéresse les Français. Au-delà de l'aspect, effectivement. Mais attendez, la question, c'est votre différence avec le Rassemblement national. Si le Rassemblement national avait fait ce tweet, on aurait peut-être entendu certains chez vous, républicains, dire regardez cette façon de pointer du doigt un pays, des ressortissants algériens. Quand on voit ce tweet, on se pose la question de la différence qu'il peut y avoir entre la droite dite républicaine et le Rassemblement national. Pardon, Benjamin Duhamel, mais qu'est-ce qui fait monter le Rassemblement national sinon le fait qu'on refuse de dire les choses? Je ne les aurais pas dit comme ça, encore une fois, je le redis, mais la vérité, c'est que ce qui me choque, je le répète, c'est pas une communication comme ça là, ce qui me choque, c'est que l'Algérie ait ajouté un couplet à son hymne national qui menace directement la France. Ce qui me choque, c'est que vous ayez aujourd'hui un régime algérien qui alimente la haine de la France, y compris sur notre sol. Et ce qui me choque, pour finir, Benjamin Duhamel, c'est qu'on ait aujourd'hui un président de la République qui a joué à ce jeu-là, en expliquant que la France avait été coupable de crimes contre l'humanité en Algérie. Déclaration qui date de 2017, sur laquelle il était revenu dans la foulée, d'ailleurs. Pardon, mais c'est quand même une déclaration qui reste pour moi un des moments où je me suis dit que le macronisme était et ne pouvait être qu'une impasse politique. Parce que je le dis, et vous me parliez de la philosophie, j'ai été prof de philo. J'ai enseigné dans des quartiers où vous avez une majorité de jeunes qui sont d'origine immigrée. Eh bien, quand un responsable politique de premier plan emploie des mots comme cela, c'est pas seulement l'histoire qui l'insulte, c'est aussi l'avenir. Parce que si on veut réussir le travail d'assimilation qui est aujourd'hui nécessaire pour reconstruire l'unité de nos pays, si on veut faire en sorte que tous les jeunes Français qui grandissent en France se sentent pleinement français, on n'a pas le droit de laisser l'Algérie et de jouer avec l'Algérie à ce jeu de la fracture mémorielle qui aujourd'hui est en train de mettre en danger l'unité nationale que nous avons besoin de reconstruire par tous les moyens possibles. Pour terminer, il nous reste peu de temps. Ces derniers jours, la possibilité d'un accord entre la droite et le gouvernement a ressurgi. Le président du Sénat, Gérard Larcher, étant même cité comme possible Premier ministre, lui-même interrogé sur les conséquences du scrutin européen, il a répondu de façon assez elliptique. Ouvrez les guillemets, il faudra bien qu'on apporte une réponse. Est-ce que ça veut dire qu'en votant Bellamy, on vote peut-être pour le parti du futur Premier ministre d'Emmanuel Macron? Vous plaisantez ou quoi? Je plaisante pas, mais quand je vois la façon dont Gérard Larcher ne balaye pas tout cela d'un revers de main, je me pose la question. Ça veut dire quoi? Il faudra bien qu'on apporte une réponse. Oui, la France traverse une crise démocratique. Et moi, je partage ce que disait Gérard Larcher, que effectivement, aujourd'hui, nous vivons une crise politique profonde. Mais la vérité, c'est que cette crise politique ne se résoudra pas par une coalition entre la droite et Emmanuel Macron. Jamais. Jamais. Jamais, Benjamin Duhamel. 13h59, 2 juin, on ressortira les bandes si... Ça fait combien de temps qu'Emmanuel Macron a été élu? 2017. Ça fait donc 7 ans. Ça fait 7 ans que les gens qui sont aujourd'hui au sein de cette famille politique auraient pu basculer. Certains l'ont fait d'ailleurs. Ils sont partis. Ceux qui ont choisi l'opportunisme, ils ont été du côté du pouvoir. Ceux qui sont restés, au contraire, sont ceux qui sont constants, fidèles, loyaux et qui savent que le devoir de cette famille politique, c'est de rester dans l'opposition à Emmanuel Macron pour pouvoir reconstruire demain un débat démocratique qui soit digne de ce nom et rendre à la France l'espérance dont elle a besoin. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir été